Bonjour à tous les pongistes qui nous regardent aujourd'hui ou ce soir. Donc pour cette deuxième interview, j'ai la chance de recevoir Julien Girard. À mon avis, vous êtes nombreux à le connaître, notamment pour ses succès en coaching de Stéphane Wesch ou de Jérémy Petiot. Donc on va faire un épisode aujourd'hui. On va aborder plusieurs thèmes. Je vous invite à rester avec nous parce que il y a une actualité de Julien qui va nous être donnée à la fin de cette interview qui est assez exotique, qui à mon avis va vous intéresser. Et on va aborder deux autres points avant de parler de son actualité. Le premier point, ce sera comment est-ce qu'on peut focaliser notre entraînement sur l'envie de gagner le point, pas simplement sur les progrès techniques, mais sur vraiment avoir objectif que tout ce qu'on fait à l'entraînement, ça débouche sur le gain du point. Et puis, on fera aussi une partie sur le métier d'entraîneur, puisque forcément, Julien, ça va être un super exemple et plein de choses à nous dire sur la passion de l'entraînement. Donc, voilà les trois thèmes. Et on terminera par l'actualité et les aventures qu'il a vécues après ses expériences en France. Bah écoute Julien, je pense que beaucoup te connaissent, mais si tu veux bien pour commencer, faire un petit retour sur ta carrière, joueur et entraîneur, voilà, en quelques minutes si tu peux. Ok, bah écoute, bon, déjà salut à tous, salut Nicolas, merci en tout cas de me recevoir dans dans ce que tu essayes de faire sur des vidéos de ping. Ça me fait hyper plaisir. Bah écoute, je suis entraîneur depuis 25 ans maintenant. Je suis originaire de la région parisienne. J'ai fait quelques régions différentes avec les Pays de la Loire notamment, l'Aquitaine. J'ai bougé un petit peu. Après, le gros fait que tout le monde connaît, forcément, c'est les 10 ans que j'ai passé à Villeneuve. Donc voilà, écoute, après, je peux répondre à quelques questions, mais voilà, le gros, c'est de savoir que j'ai eu la chance de démarrer ce métier et d'être amené à faire un peu de haut niveau suite à des résultats avec le suivi des jeunes, et notamment Jérémy Petiot, que j'ai entraîné depuis l'âge de 7 ans, que j'ai pu suivre toute sa carrière. Et puis voilà, après il y a d'autres joueurs qui se sont greffés à tout ça, et puis il y a des alchimies qui ont fonctionné, qui ont fait que les joueurs m'ont aussi amené un peu en lumière. On reviendra sur les noms un peu voilà, très connus que tu as pu accompagner. Et Ouais. juste sur les clubs où tu as entraîné, tu peux nous redire un peu le parcours avant Bah, Villeneuve? écoute, donc j'étais à Pantin dans le 93, qui est donc mon club formateur. J'ai aussi été entraîneur, mais je sais que c'est un point de la vidéo, on en parlera un petit peu plus tard, parce que je t'expliquerai pourquoi je suis devenu entraîneur, enfin en tout cas une des Ouais. motivations. Après, donc je suis parti sur le club de Niort. Après, je suis parti sur le club de la Romagne. Et après, donc à Villeneuve-sur-Lot, avec l'ouverture entre guillemets d'un centre d'entraînement pour des jeunes seniors, quoi. Eh ben écoute, on part tout de suite sur le premier thème. Ouais, allez, Ça te va? ça me va. Donc en fait, ouais, moi je t'ai contacté, on en a parlé un petit peu avant, parce qu'une fois, au hasard d'une lecture sur le magazine de la Fédération, en fait, je suis tombé sur une interview de Carole Grundisch après son titre, enfin un de ses titres de championne de France. Et en fait, elle parlait de sa rencontre avec toi et du fait que tu lui avais un peu ouvert les yeux, en tout cas, tu lui avais apporté des choses un peu différentes sur l'idée de gagner le point. Alors moi, ça m'avait intrigué, parce que quelqu'un qui avait déjà été champion de France et qui apprenait, entre guillemets, qu'on pouvait s'entraîner à gagner le point, ça m'avait voilà, interrogé. Et ben, comme j'ai la chance d'être avec toi, je te pose un peu la question sur déjà qu'est-ce que tu lui avais dit et comment est-ce qu'on peut mettre en place une organisation pour apprendre à gagner le point. Si tu veux, en fait, c'est une réflexion que donc j'ai commencé à avoir donc quand j'ai eu la chance d'être à la Romagne, D'accord? avec des joueurs comme Armand Fung, Dorine Calus, Tian Tianuan, qui était tout jeune, qui arrivait en France à ce moment-là, Brice Olivier, et puis pas mal de joueurs qui venaient s'entraîner là-bas, et dont Jérémy, qui faisait partie du groupe, mais qui jouait dans l'équipe réserve. Si tu veux, l'idée de réflexion qu'on avait eue, c'était, on se rendait compte, quelque part, que souvent, tu vois, en match, on se disait... quand tu es au coaching, tu dis à tes joueurs, tiens, ça serait bien de jouer au coude, ça serait bien d'arriver à un moment donné à déstabiliser le joueur et tout. Et puis, finalement, on se demandait avec les coachs, on se disait, mais putain, c'est quand même dur de leur demander ça au coaching, parce que finalement, si on est honnête, à l'entraînement, on leur demande jamais, ou très rarement. C'est-à-dire que souvent, on va laisser un petit peu à eux, finalement, quand tu vas laisser un peu de jeu libre, un peu de truc où tu vas pouvoir parler un peu de tactique. Mais on sait bien que c'est toujours difficile de trouver la bonne motivation
quand tu vas lancer des matchs à la fin, même s'il y a un vrai intérêt dans l'entraînement, mais il fallait qu'on essaye d'être un peu malin pour pouvoir les amener à être justement dans ce gain du match, gain du point, et de pas être juste dans de la répétition technique ou dans du combat technique, celui qui fait le plus beau top spin, celui qui va faire le plus beau point du match. Voilà, parce qu'on a tous l'exemple, même avec des petits, je sais pas, quand ils sont benjamins, minimes, ils vont perdre un match, mais ils vont te dire, hey, t'as vu, j'ai fait un super contre-top en ligne droite. Ouais, d'accord, mais le but du match, quand même, l'idée première, c'est de trouver la solution pour gagner. Et donc, si tu veux, on avait gambergé pas mal parce qu'on se rendait compte que même avec des joueurs de haut niveau qui s'entraînent énormément, en fait, finalement, le gain du point en soi, c'était soit des joueurs qui l'avaient intrinsèquement développé parce qu'ils avaient fait beaucoup de tournois, parce que ils n'avaient pas eu forcément une formation dès le départ qui était, si tu veux, sclérosée dans l'entraînement de répétition. Ouais. Et on avait toute cette génération un peu plus jeune, notamment de Brice Olivier, avec ce groupe France, etc., tout ce qu'il y avait eu, qui avait été un peu plus, tu vois, dans, je dirais, le surentraînement, qui a eu besoin, au panier de balle, sur de la répétition, etc. Mais qu'on avait quand même perdu ce petit truc, tu vois, ce petit feeling de, tu vois, du faux top, qui va être très bien pour gagner un point. Fallait toujours que le Des spin soit pièges. parfait. Ouais. Et donc, si tu veux, on s'est dit, voilà, en réfléchissant, parce que c'est venu, entre guillemets, de ma réflexion, mais c'est venu de discussion avec plein de copains entraîneurs quand on se retrouvait sur les tours d'Indiv, où on refaisait le monde du ping le samedi soir, où à un moment donné, c'était, voilà, comment est-ce qu'on peut arriver vraiment à intégrer ça? Et à partir de là, donc, si tu veux, la réflexion, pour moi, en tout cas, elle a été de se dire, voilà, bon, je vais enlever le temps de l'entraînement, c'est-à-dire toute la chronologie des 2 fois 7 minutes, 2 fois 10 minutes pour encadrer ta séance d'entraînement. Et je me suis dit, l'idée, c'est qu'il faut, bon, on est un sport où il faut de la répétition. On est un sport où il faut quand même, je dirais, un peu de technique propre pour arriver à avoir un niveau où finalement on s'amuse. Parce que plus on va maîtriser un peu de technique, et ce qu'on fait, plus on va s'amuser. Et peu importe qu'on soit 12, qu'on soit 7, qu'on soit 18 ou qu'on soit numéro 2 français, c'est la même chose. Là, pour moi, l'idée, c'était de trouver quelque chose où ils vont quand même s'amuser parce qu'ils vont maîtriser mieux. Donc il y avait, si tu veux, une partie en gros qui était de répétition, qui était voilà ce qui allait nous mener en fait à travailler la technique et la répétition du geste, etc., que ça devienne un peu des automatismes dans l'inconscient, mais que la priorité et le fait qu'on finisse un exercice soit parce que j'ai gagné quelque chose et Ouais. non plus parce que j'ai fini mon temps d'entraînement. Oui, et que ta récompense, ça soit pas l'esthétique de ton top spin pendant l'exercice, mais que après l'entraînement pour que le top spin soit réussi, quand même, ce qu'il y a au final, c'est qu'il y a un moment de jeu libre et on gagne le point, quoi, suite à l'exercice. C'est ça. Et tu vois, je vais te donner des petites anecdotes à chaque fois. Tu vois, j'ai un joueur comme ça un jour qui m'avait un peu ouvert les yeux à l'entraînement. C'était donc Admire Durand-Spike, Mhm. que j'ai eu pendant une dizaine d'années. Et tu vois, un jour, on était au panier, on travaillait le top spin revers. Et tu vois, je lui demandais de gratter un peu plus la balle, de mettre un peu plus d'effet, parce qu'il avait un petit peu de mal sur les premières avec son revers, alors qu'il aimait jouer en revers à mi-distance, etc. Et donc, il finit par me dire, ouais, mais Julien, tu sais, en match, des fois, voilà, je démarre en ligne, en fait, mais je la frotte pas la balle et les mecs plantent la balle dans le filet à chaque fois. Et il me dit, pourquoi tu veux que je mette de l'effet? Ça m'a fait gamberger sur le truc de, ouais, putain, on est axé, en fait, finalement, nous, les entraîneurs, que sur le côté un peu technique, réussite et tout. Mais finalement, ce qu'il me disait, il avait raison. Et c'était lui, en fait. C'était une spécificité à lui. Donc, l'idée, à un moment donné, c'était de se dire, il faut que je développe quelque chose qui va dans le sens de chaque joueur, avec sa propre technique, avec l'envie qu'il a de jouer avec le système de jeu qu'il veut mettre en place. Et donc, si tu veux, encore une fois, je me suis dit, bon, ok, moi, je veux quand même qu'ils bossent un peu pour améliorer leur qualité de balle, etc. Puisque à ce niveau-là, l'idée, c'est qu'ils jouent beaucoup plus proche du filet et beaucoup plus profond sur la table. Donc, je me suis dit, voilà, ok, il y a ça qu'il faut pas enlever. Et comment je peux réussir à amener un truc où on va être dans comment je gagne le point. Donc, on va en parler un petit peu après. J'avais mis au point, entre guillemets, 3 manières de gagner le point. Et donc, l'idée, c'était que chaque exercice, encore une fois, tu vois, se finisse avec une situation. Donc, un exercice avec 4 balles. Je vais donner un exemple, peut-être pour ceux qui suivent cette vidéo. Par exemple, on va faire revers milieu, revers coup droit. Un exercice simple. Voilà, Classique, ouais. Mhm. on fait un peu partout. Après, c'est comment je vais le faire. Qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Donc, par exemple, si on est un peu, je sais pas, en reprise de saison, on va être sur l'idée, c'est de mettre plusieurs fois la balle sur la table. Donc, sur ces 4-là,
On met pas de service remise, on met rien. Mais voilà, l'idée, c'est de répéter. Une fois que j'ai fini ces 4 balles-là, on part dans le jeu libre. Et à partir du moment où on est dans le jeu libre, si je gagne le point, bah, moi, je grimpe, je commence à grimper. Mon objectif, c'est d'aller jusqu'à 11, hein, comme en match. Et si par contre, dans le jeu libre, je perds le point, bah, c'est l'adversaire, lui, mais on compte pas ses points. Je suis que face à moi-même, si tu veux. D'accord? Oui. Pour pouvoir finir mon exercice. Donc, l'idée, c'était vraiment, tu vois, de dire, voilà, j'ai fini ma répétition et ma base, entre guillemets, de stabilisation technique ou de répétition d'entraînement. Et après, il faut que je sois concentré sur un truc, voilà, il faut que je gagne le point. C'est-à-dire que sorti de cette 4e balle, je vois le joueur qui bouge pas, dans quelle zone il est-ce qu'il est proche de la table, est-ce qu'il est loin, comment je dois jouer, la balle est facile, je peux jouer fort, je peux jouer doucement, je dois jouer plus malin, enfin, voilà. Toi, par rapport à ce que tu dis, si moi j'ai des joueurs, on va dire, de plus petit niveau là, qui débutent, souvent ils vont faire un exercice répétitif, donc ton exercice, revers milieu, revers coup droit, il n'y a jamais de jeu libre, on répète sans s'arrêter pendant 8 minutes, et puis après ils vont faire un match, mais en fait les deux n'ont pas de lien si tu veux. Bien sûr. C'est-à-dire que la situation de l'exercice, on va pas la retrouver en match, parce Non. que voilà, c'est peu probable. Et quand ils ont fait l'exercice répétitif, ils vont le réussir, mais à aucun moment il y aura une incertitude qui sera créée. Donc là, C'est en ça. fait, ce qui est intéressant, c'est que tu mettais les deux, voilà, tu liais les deux. Ouais. Mais après, comme tu as pu connaître toi, parce qu'on est un peu de la même génération, tu vois, nous, les situations de jeu libre, c'était vraiment, tu vois, on jouait, enfin, il n'y avait pas vraiment, je dirais, d'idée plus que ça à l'époque. Là, l'idée, c'était vraiment, tu vois, de réfléchir, de dire, voilà, en gros, pour que je m'en sorte et qu'on change d'exercice, j'ai pas du temps à passer ou à attendre, encore une fois, je suis face à moi-même, faut que je finisse mon truc pour m'en sortir. Donc, comme tu disais, même des joueurs et c'est même pas une question de niveau, c'est une question de philosophie. Je pense dans la tête, ce qui est pas facile parce que c'est différent de ce qu'on a connu pendant 30 ans, c'est de se dire, tu me dis, voilà, bah, par exemple, moi, ils ont besoin de répéter un peu plus de technique et de volume, bah, très bien. Bah, tu fais revers milieu, revers coup droit, tu peux le répéter 2 fois, ça fait 8 balles à jouer, et à partir de la 9e seulement, on va dans le jeu libre. Après, c'est à nous aussi, les coachs, d'essayer, hein, parce que c'est jamais simple, d'essayer d'être le plus cohérent possible et de trouver un petit peu les trucs pour embarquer un peu les joueurs dans ce qu'on cherche aussi pour eux. Euh, En fait, il y a plein de manières de le décliner. Si tu veux, c'était vraiment une idée globale. Tu vois, il y a encore peu, là, je suis revenu en France il y a 2 ans ou 3 ans. Je suis venu faire un stage à Nantes, là. Et donc, Xavier Fortino, peut-être que tu connais. Ouais, je connais. Ouais. Voilà, bon, c'est un de mes meilleurs potes on se connaît depuis très très longtemps. Et donc, si D'accord. tu veux, lui, tu vois, on avait eu cette réflexion-là à l'époque. Et tu vois, lui, il a développé d'autres trucs, mais sur la même idée. Mais il a développé, tu vois. D'ailleurs, ça m'a fait du bien aussi à moi parce que finalement, je me suis enfermé un peu dans mes systèmes, même si j'ai À tes testé tout. solutions à toi, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, lui, je sais qu'il a développé, tu vois, d'autres choses. Il a développé des trucs sur bah, celui qui gagne le point, c'est celui qui va servir derrière. Par exemple, une fois que tu as gagné 5 points, bah, tu es libre de faire un service remise et de jouer un point totalement libre. Mais que si tu gagnes, tu continues à grimper. Tu vois, pour D'accord. amener un petit peu d'autonomie aussi aux joueurs et de se dire, voilà, il y a des paliers. Et là, à partir de là, je peux créer quelque chose. Alors, c'est peut-être un peu flou ce que je dis, mais c'est que si tu veux, l'idée, c'était d'amener de la rigueur, de laisser, on va dire, un petit échappatoire au joueur de faire ce qu'il veut, une fois qu'il est à la moitié, par exemple. Ou alors, si moi, je gagne, bah, c'est à toi de faire l'exercice, et tant que toi, t'as pas marqué ton point, bah, en fait, en gros, là, on avance tous les deux, palier par palier. Ça dépend, en fait, de ce qu'on cherche. Mais en tout cas, il y a c'est le gain du point qui est le thème principal de la séance, quoi. C'est pas Ben, la en réussite de fait, l'exercice. c'est vraiment le gain du point qui fera en sorte que tu vas continuer d'autres exercices et que tu vas avancer dans ta séance. Et D'accord. même si tu peux avoir ce côté peut-être au début, si toi, en tout cas, tu peux tester avec n'importe quel groupe, n'importe quel niveau, peut-être que tu peux sentir un peu de frustration chez les joueurs les premières fois où tu vas faire des tests comme ça, parce qu'ils vont plus être dans leur schéma d'habitude. Donc, je te fais Hum. simple. On arrive à la salle, on fait son petit échauffement, on fait son coup droit, revers, revers, un peu de top spin, et puis on démarre le premier exercice. J'en sais rien, tu Tous fais deux, ensemble. trois, voilà, 2, 3 exercices. Toi, tu vas prendre quelques personnes au panier, faire un peu de technique, et puis après, tu finis avec des matchs, peu importe. Ça, on sait que c'est 95% des séances en France, ou dans le monde entier d'ailleurs, hein, c'est pas forcément différent ailleurs.
Mais après, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce que je leur demande et qu'est-ce que le joueur va s'approprier. Et c'est là, en fait, si tu veux, que moi, je voulais essayer d'aller. C'était vraiment pour dire qu'à un moment donné, c'est bien de réfléchir et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que lui devienne meilleur, qu'il soit dans sa filière, comment il a envie de jouer. Il est plus défenseur, il est plus bloqueur, il est plus attaquant, peu importe. Il aime plus jouer en revers ou coup droit. Mais qu'est-ce que j'y mets pour qu'il y trouve un intérêt? Parce qu'en fait, là, c'est aussi l'image de la représentation qu'ont les joueurs de comment on gagne le point. C'est-à-dire que moi, je te dis clairement, sur les groupes, là, notamment les adultes, ils veulent que le coup soit esthétique et ils seraient presque déçus de gagner un point qui n'auraient pas reçu l'accord des gens qui regardent, entre guillemets. Ouais, C'est-à-dire ouais, que bien si sûr. le point n'est pas validé comme un point d'attaque ou un coup fort, c'est pas un point qui mérite d'être gagné. Et donc là, c'est peut-être intéressant que tu me redises, que tu nous dises en fait les trois façons que tu as évoquées de gagner le point pour tes joueurs. Ouais. Alors, bah, je te laissais venir dessus pour pas spolier trop vite. Mais donc, ouais, si tu veux, l'idée, en fait, c'est que voilà, je me suis dit, j'ai des joueurs. Donc, à l'époque du groupe de Villeneuve. Donc, j'avais Jérémy Petiot qui était plus ce que j'appelais un peu un sniper, c'est-à-dire celui qui voulait vraiment jouer plus fort, plus vite que les autres. Et c'est comme ça que son jeu a évolué et qu'il voulait jouer lui. Hein. C'était surtout D'accord? ça. Ouais. La première filière qu'on avait trouvée, c'était bah, je gagne le point parce que je vais jouer plus vite, plus fort que l'autre, à mettre en gros des pénaltys au joueur qui est en face. Après, donc, j'avais Stéphane Wesh, qui était plus, lui, dans l'idée de... en fait, c'est lui qui m'a fait découper le deuxième et le troisième, qui se ressemblent, mais qui sont pas pareils, finalement, si on est vraiment fin. C'est-à-dire, je vais jouer pour faire la faute à l'autre, et je vais jouer en attendant la faute de l'autre. Mmh. Alors, pour essayer de différencier un peu les deux, je vais jouer pour faire la faute. Ça veut dire que je vais chercher un placement qui va être précis. Je vais chercher une rotation de balle qui va être précise. Je vais chercher voilà, peut-être des angles ou un rythme de jeu qui va peut-être faire déjouer un peu l'autre. D'accord? Ça, c'est vraiment pour, en gros, je vais pousser l'autre finalement à faire la faute parce qu'il va être obligé de s'adapter à ce que moi je vais produire. D'accord? Et le fait de jouer dans j'attends la faute de l'autre, c'est je vais renvoyer une balle de plus que l'autre sur la table. Donc là, il faut que mes jambes, voilà, je sois en forme, puisqu'en plus il y avait eu le passage, le changement Des balles? Hein. des balles, etc. Donc qui amenait des échanges beaucoup plus longs. Et donc là, fallait être capable, voilà, d'envoyer du top sur top, etc. Sans forcément, encore une fois, être dans le fait de punir l'adversaire, mais dans le fait de je tiens, je peux être capable d'en Ouais. tenir 10, La 15, 20. patience. Mmh. C'est ça. Et à un moment donné, c'est l'autre qui va craquer, quoi. Voilà, je sais Et pas si on je suis clair. voit, si, on voit là même Alexis, qui est quand même Lebrun, qui est quand même extrêmement puissant. On voit que dans certains échanges, volontairement, il change de ligne de sol et il part dans un point qui va durer où il se dit bon bah là voilà, je pars sur une autre filière et on verra bien si j'arrive à gagner le point. Mais volontairement, il change d'organisation pendant le Ouais. point. Mais tu sais, alors il y a aussi, ça remonte, je sais plus quelle année c'était, mais j'avais donc pas mal échangé avec Steph Lebrun à l'époque, qui était déjà dans la réflexion d'un projet pour ses enfants hein, depuis très D'accord? longtemps. Et donc j'étais passé à Montpellier pour effectivement faire une séance un peu dans ce style-là, c'est-à-dire avec le même exercice, quelle intention je vais mettre. C'est-à-dire, est-ce que je vais être dans une intention de jouer sans commettre la faute? Est-ce que je vais être dans une intention où je vais pousser l'autre à la faute? Ou est-ce que je vais être dans l'intention de toute façon, je vais te punir. Je vais t'en mettre une à droite, une à gauche, tu vas pas la toucher. Et c'est vrai que tous les deux, en tout cas, hein, ils sont différents techniquement, mais ils sont énormes là-dessus. Franchement, ils sont Mmh. très très bons. Et parce que là, si tu veux, si je peux te pousser un tout petit peu le truc, on va dire l'échelon du dessus, c'est que après, il y a effectivement pour moi une vraie réflexion à avoir sur le score. C'est-à-dire que si je choisis une des trois filières, alors encore une fois, hein, on peut en développer une quatrième, une cinquième. Après, chacun est libre. Hein. Ce que je dis, ça a été de la réflexion personnelle. Le truc, c'est que en fonction du score, tu sais, j'ai entendu beaucoup d'entraîneurs dire on joue à 10-10 à la belle comme on joue à 0-0. Ouais. Moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas parce que il y a une histoire qui s'est passée avant, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a de la confiance, il y a plein d'émotions qui sont venues. Donc, si tu veux, à un moment donné, il faut quand même être dans la réflexion de se dire,
je mène 8-5, je sers, ou je suis mené 8-5, je sers, ou je suis en remise. C'est pas du tout le même contexte. Et quand tu arrives à la fin, bah, à un moment donné, c'est pas de se dire, je vais jouer comme j'ai joué à 0-0, c'est-à-dire en étant complètement relâché, Mm. ça rentre pas. Je crois pas que ce soit aussi simple que ça, Il y a l'histoire du match à prendre en compte, on va dire. bien sûr. Et donc, si tu veux, tu sais à ce moment-là quand même, en ayant fait ton match, que bah, ton adversaire, il est peut-être un peu moins bon en coup droit ou en revers, peu importe. Ton service, tu vas l'adapter peut-être dans cette zone-là ou cette zone-là. Tu vas essayer de servir court ou de servir long ou couper ou lifter. Enfin, après, il s'est passé quelque chose de toute façon au coaching, avec son coach ou avec les copains du par équipe, peu importe. Mais je veux dire, il faut aussi faire attention à ça. C'est-à-dire que tu peux pas jouer tous les points tout le temps de la même manière. C'est pas possible. Mm. Donc, je pense que encore une fois, c'est une autre manière d'amener de la réflexion pour les joueurs qu'on peut avoir. Et encore une fois, peu importe le niveau des joueurs, mais c'est juste d'amener un peu plus de réflexion, on va dire, comme aux échecs finalement, tu vois. C'est-à-dire, voilà, je veux sortir mon coup fort, c'est le top spin revers. Je veux le mettre en place, mais est-ce que à ce moment-là, ça vaut le coup que je le fasse? Est-ce que ça vaut pas juste le coup là en fonction du match? Je te dis une bêtise, hein. Je suis mené 7-2 pour dire que je suis derrière. Bah, peut-être que mes top spin et tout, faut peut-être que je les garde un peu. Faut peut-être que je sois peut-être un peu plus, tu vois, dans le fait de poser la balle sur la table, de mettre juste l'effet qu'il Ouais, faut. voir ce qui se passe déjà. Voilà, pour essayer peut-être de recoller au score, tu vois, attraper 1 ou 2 points, essayer de faire gamberger l'autre, etc. Enfin, il y a tout ce travail un petit peu de mécanisme. Et donc, pour en revenir au thème, c'est que ça, on peut le travailler à l'entraînement. Parce qu'effectivement, comme je te disais, moi, j'étais axé beaucoup donc sur le gain du point. Donc, c'était le gain du point qui me permettait d'avancer. Mais il y a eu des périodes où on l'avait travaillé sous forme de match. C'est-à-dire que chaque situation d'exercice, qu'elle démarrait ou non, hein, par un service Oui, remise, si par exemple, attache. une fois qu'on était dans le jeu libre, on comptait les points tous les deux, ben, si je gagnais, j'avais gagné le premier set et je continuais l'exercice, et au bout de 3, ben, on changeait. Ou alors, si tu gagnais, ben, j'avais cette crispation à un moment donné quand même, si tu veux, de faire mon exo, mais de perdre à la fin. Mm. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment plein de manières de le faire. C'est une manière différente de concevoir l'entraînement et d'y réfléchir. Après, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises choses. Je pense qu'il y a des choses à essayer à partir du moment où elles restent dans un cadre qui est cohérent pour les joueurs, du moment qu'on leur apporte quelque chose, quoi. Et, je fais un exemple tout simple hein, pour reprendre les trois façons de gagner le point. Imaginons que on est un joueur même de petit niveau qui a vraiment envie lui de jouer fort en coup droit. Hmm. Est-ce que tu vas souvent l'inciter à gagner le point avec ce coup fort? Ou est-ce que tu lui fais travailler autant les trois filières? C'est-à-dire que tu lui imposes des fois d'être dans l'attente. Alors, si tu veux, l'idée, bon, je vais donner l'exemple de Jérémy Petiot, qui est l'exemple pire typique de ce que tu dis. Si tu veux, l'idée, c'est que forcément, on a essayé de développer son jeu à 75% basé là-dessus. Il y a quand même une Après, préférence. Ouais. ouais, après, l'idée, c'est d'aller vers la filière que le Hum, joueur a envie de, et puis c'est comme ça qu'il va s'exprimer le mieux par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi. Il va être dans son truc à lui. Donc, forcément, normalement, peu importe qui gagne, qui perde, mais il va pouvoir s'exprimer. Le truc, c'est que c'est vrai qu'il faut leur apprendre aussi, de temps en temps, à jouer peut-être, on va dire, à contre-nature. C'est-à-dire, peut-être, on va demander de jouer un peu plus court, on va demander de top spin un peu plus doucement, mais un peu plus haut, pour oui. qu'on soit plus sur la rotation de la balle. Et t'as des joueurs, ils vont être frustrés en jouant comme ça. Mais l'idée, c'est de juste jouer peut-être 1 ou 2 points comme ça dans le set, qui vont tout changer. Et ça n'empêche pas que, par exemple, un joueur qui a un coup fort et qui veut jouer avec ce coup fort, souvent je leur disais, mais quand vous menez, allez-y, go. Parce que si vous marquez le point, vous creusez un peu plus l'écart. Psychologiquement, vous prenez l'avantage. Par contre, si jamais vous ratez machin, on redescend un peu, on revient et on fait gaffe. Et quand on est derrière au score, comme tu disais, mais ça c'est une réflexion un peu je dirais des derniers, des années un peu 80-90, où on avait cette culture aussi, parce qu'on a appris à jouer avec un peu plus de jeu que de technique ou de travail au panier de balle, etc. Nous, c'est arrivé assez tard, tout ça. Hum. En fait, on avait quand même cette culture de mettre la balle sur la table parce qu'on voulait jouer. Parce que, à un moment donné, moi, je te donne des exemples. Hein, le jeudi soir, on pariait que des canettes et des pizzas à l'entraînement. Donc, question, au bout d'un moment, quand tu payes des canettes tout le temps, que tu payes les pizzas aux copains tout le temps, t'en as marre. Donc, on Ouais, va moi, te mettre. dans le Loiret, je connais 4 joueurs numérotés. Ils sont venus numérotés qu'en se faisant des matchs avec des paris et Bien des choses sûr. qui étaient perdues, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu veux, ça reflète quand même le truc de. Il y a une vraie culture, si tu veux, je pense,
euh, quelque part, je vais dire ça comme ça, le fait qu'il y ait de plus en plus d'entraîneurs qui ont été formés, je pense que de temps en temps, on a oublié ce côté aussi. Alors, je vais dire plaisir, mais c'est pas parce qu'on n'enlève pas le plaisir aux joueurs, mais le truc, c'est qu'on a quand même enlevé une petite partie de plaisir de débrouille, tu vois. Oui, c'est un duel Et avant d'être un sport de technique, on va dire. exactement. Et tu sais, bon, à l'époque, voilà, tu vois, quand on était content, on retrouvait les copains, on collait, machin, ça faisait Oui. un bruit, les raquettes, machin, tu vois, on était axé sur un peu d'autres trucs, finalement, qui étaient beaucoup plus importants pour nous que de juste, voilà, avoir on s'en foutait de top spinner comme ça ou top spinner comme ça. Voilà, du moment que moi j'arrivais à mettre un top spin que mon pote il rattrapait pas, j'étais content, quoi, tu vois. C'était ça, quoi. Ah ouais, je comprends. Et c'est vrai que là, moi, les joueurs sont extrêmement frustrés de ne pas avoir tous les coups techniques et ils sont presque déçus de gagner des points qui sont jugés pas beaux. Ça, c'est vrai que il Ouais. faut qu'on remette au cœur du ping là le fait de gagner, peu importe la méthode utilisée, technique ou tactique, mais il faut gagner le point, quoi. Et c'est ça. Mais comme tu dis, un joueur qui a un coup fort, par exemple, tu vois, s'il fait tout un match où, je sais pas, par exemple, il va jouer court, il va servir court, il va remettre court, il va gagner un match comme ça, il va sortir du match, il va être presque déçu parce qu'il n'aura pas réussi à mettre en place Mm. son système de jeu. Mais si on est basé sur le gain, bah, ok, t'es un peu frustré, mais le but, c'est de gagner. Et plus on gagne de matchs, et peu importe la manière des fois, bah, plus on va engranger de la confiance, et plus justement, son jeu, on va réussir à le mettre en place, et contre des joueurs forcément de plus en plus forts, parce qu'on va monter un peu en gamme. Donc, au même titre, un joueur qui aime bien, en gros, ben, je sais pas, on va parler d'un défenseur qui aime bien faire la faute ou attendre un peu la faute de l'autre avec la variation de balles, etc. Ben, le truc, c'est que ben, si on se rend compte dans le match qu'à chaque fois qu'il fait tourner une balle parce qu'il va top spinner le premier, ben, il n'y a pas de match et il va gagner parce que l'autre bloque pas bien, ben, Mm. pourquoi rester dans une filière où tu vas à chaque fois donner et puis en gros, tu te fais un peu maltraiter, quoi. Ah non, faut chercher ce qui fonctionne sur le match en question, quoi, c'est sûr. Ouais, ouais. Alors après, encore une fois, on dérive peut-être un petit peu, mais c'est important d'être centré sur soi et ce qu'on veut faire. Ça, c'est hyper important. Mais c'est vrai que des fois, en fonction du match, en fonction du déroulé du match et du score, ben, il y a des choses qu'on peut peut-être faire ou pas faire. Et je pense que si on amène ça, les gens vont progresser vraiment plus vite parce que dans la tête, on oublie un peu des fois ce combat un peu, je dirais, mental. On est dans de la boxe sans coup, mais bah, à un moment donné, tu dois rentrer aussi un peu dans la tête de l'autre. Tu dois comprendre par rapport à comment son langage corporel, aux réactions qu'il peut avoir, si le mec il parle, il gueule, etc. Bah là, tu te dis, tiens, je l'ai touché, ça y est. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Mm. comment je continue à faire ça? Parce qu'on a vu plein d'exemples de, voilà, tu domines un match complet, il se passe un truc, t'as un mec qui parle, il y a une balle de chance, il y a machin, alors, terminé, c'est fini, et puis finalement, tu perds le match, quoi. Ouais, il faut prendre le contrôle de la table et un peu dominer Ouais, l'adversaire psychologiquement aussi, hein. c'est important, ça, ouais. Et, euh, et aussi, ouais, ce qui était, parce qu'on s'est appelé avant, ce qui était intéressant, c'est que tu as fixé toute l'organisation de ton entraînement sur la forme, sur des séries de 11. Ouais, C'est-à-dire 3 séries de 11, pour que ça ressemble à un match de ping-pong. c'est ça. Mais en fait, si tu veux, l'idée, c'était, donc, inconsciemment, en fait, de mettre ce chiffre, en fait, dans la tête des joueurs, des joueuses, des jeunes, ou même des adultes, hein. J'ai fait avec des adultes de départemental. Et ça les faisait rire hein, de faire ça parce que finalement, ils étaient fatigués dans la tête de trop réfléchir. Tu vois, ils venaient faire leur séance pour transpirer un peu et puis finalement de les faire gamberger, ben, ils avaient une autre fatigue. Et oui, on a tout mis en fait autour de ça, c'est-à-dire que même sur l'échauffement physique, sur la préparation physique, on a essayé un maximum d'avoir des choses que tu répétais 11 fois et l'idée, c'était de faire 3 séries de 11. Donc, voilà, un exemple tout simple, la montée de genoux, ça peut être 11 fois. Hop, tu retrottines, tu recommences, tu le fais 3 fois. Tu te donnes ça, talon aux fesses, tu bouges les bras, etc. Enfin, peu importe après la manière dont chacun peut s'échauffer ou chaque entraîneur fait l'entraînement. Mais voilà, c'est pour toujours, encore une fois, qu'inconsciemment, en fait, il y a un but de finalité de et de ne pas juste faire pour faire. Et que la finalité soit le score du ping. C'est Ouais, 11 et c'est 3 fois, quoi. c'est ça. Donc, par exemple, je Ah, sais ça, pas, c'est intéressant. quand par exemple l'été là, parce que bon, j'ai regardé un petit peu, je te disais, j'ai vu que tu faisais pas mal de stages pendant les vacances et tout ça. Tu vois, par exemple, je sais pas, quand tu fais des abdos, quand tu fais des pompes ou des trucs, que tu fais une petite partie un peu physique, soit en fin de séance ou peut-être une demi-journée dans la semaine, je ne sais pas. Mais tu vois, tu peux mettre des petits thèmes comme ça, c'est-à-dire je fais 11 pompes, je vais faire 11 abdos, je vais faire 11 Hmm. flexions, voilà.
Et on répète ça 3 fois, tu vois. Et Ah en non, fait, c'est intéressant, ça prend la forme du match, quoi, c'est sympa. en fait le truc, c'est vraiment de se dire, c'est comment est-ce que je peux les mettre dans cette condition de match permanent. Et mon but, c'est 11. Mm. C'est vraiment ça. Alors après, tu peux faire des pièges hein, pour aller à 12, machin, etc. C'est pas le souci. Mais en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est une réflexion à avoir qui est un peu différente. Et qui peut être un peu, ça peut déstabiliser un petit peu les joueurs, même les entraîneurs. C'est pas forcément simple. Parce que moi, au début, tu vois, pour te donner des exemples, hein, on faisait ces séances-là, je faisais que 2 exercices en 2 heures et demie, 3 heures de séance. Parce que c'était très long. Mais finalement, je me suis rendu compte que les joueurs encaissaient quand même ça. Oui. Parce que finalement, ils étaient plus dans le truc de je fais mon exo, c'est putain, il faut que j'y arrive, putain, il faut que je gagne ces putains de 11 points pour pouvoir changer, quoi. Oui, de toute façon, on passe pas à autre chose si on n'a pas rempli le contrat Non, du gain des points et du gain du match, quoi. Enfin, du c'est ça. contrat. Ouais. Et puis, ce qui peut être sympa et motivant aussi, c'est que quand tu as une salle avec, je sais pas, on va dire 6 tables ou 8 tables ou 10 tables, peu importe, chacun ce qu'il peut, mais c'est qu'en fait, ça te met de la concurrence sur chaque table, parce que tu vas voir peut-être une table qui va avoir mis 10 minutes pour le faire, et toi, Mm. tu vas te regarder, tu vas te dire, putain, merde, il y a que 4-2, quoi, où j'ai marqué que 4 points. Je suis loin d'avoir fini. Et à l'autre table, ils ont déjà passé tous les deux, quoi. Et donc, ça permet au coach d'être un petit peu plus dans l'individualisation du collectif. Et en même temps, tu vas créer quand même, non pas un truc de, bah, il y a une table qui est meilleure qu'une autre ou quoi. Parce que finalement, le niveau, là, il a rien à voir. Tu vas avoir C'est que le chacun combat. Mm. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vas créer une émulation positive aussi, parce qu'en fait, quand tu vas voir qu'il y a des disparités sur le temps, parce qu'on l'a quand même inconsciemment dans la tête, bah, tu vas voir qu'il y a des tables où ça va se bagarrer et ça va commencer à gueuler encore plus quand ils vont marquer des points. Et là, on va retrouver un peu l'adrénaline du match. Ouais, c'est intéressant, mais c'est vrai que moi, je fais des petits contrats, mais j'y avais pas forcément pensé sur les à côté, on va dire. Ouais. Sur les petites séries de sprint, les petits ateliers physiques. On peut même imaginer de le faire sur le sport co, bah, de changer la façon de faire le score. Enfin, voilà, Bien sûr. c'est intéressant de mettre dans la tête des gens que c'est 3 séries de 11 ou 4 séries de 11 si on est chez les seniors. Et puis, Ouais. voilà, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de réfléchir, en tout cas pour essayer de faire des choses nouvelles. Je pense que l'idée, c'est de trouver le meilleur intérêt possible. Et donc, un jour, tu vas trouver un exercice, tu vas trouver une manière de le faire, tu vas trouver un truc qui va correspondre peut-être à un joueur dans le groupe, peut-être qu'il va correspondre à 90% du groupe, peut-être qu'un jour, tout le groupe va être génial, machin, et tu vas refaire la même chose 15 jours après, ça prendra pas. Donc, c'est à nous de faire attention et de toujours, alors, avoir une ligne directrice, ok, mais de toute façon, bah, on bosse avec de l'humain, et puis nous, on est Ouais, il faut pareil. s'adapter. Et ça, par contre, c'est un truc où je me suis toujours battu, où je pense que c'est vraiment à nous de nous adapter aux joueurs. Alors, ok, les joueurs doivent rentrer dans un cadre que j'estime, je dirais, comment je peux te dire ça? Ça va être le cadre de l'horaire d'entraînement, forcément du respect de chacun, etc. Ça, c'est notre cadre. Après, à l'intérieur, pour moi, le joueur, et peu importe le niveau qu'il a, faut qu'il puisse mouvoir comme il l'a envie. Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu tireras le meilleur possible de chacun. Bon, de toute façon, on en reparlera après sur le lien quand on entraîne, mais c'est créer de la confiance que de lui montrer qu'on s'intéresse voilà, avec précision à ce qu'il est et au fait qu'il peut être différent du gars d'à côté, quoi. Oui, Si on oui, fait la même séance pour tout le monde, il va pas, voilà, il va sentir qu'il n'y a rien de personnalisé pour lui. Donc ouais, c'est ça. c'est à prendre en compte. Ok, bah écoute, voilà, je pense que les gens vont essayer de mettre ça en place pour gagner le point à l'entraînement. Ça donne pas mal de pistes de travail. Et puis ces histoires de série de 11 là, voilà, c'est pareil, ça peut changer un petit peu la forme de l'entraînement. Avant de passer sur la passion et le métier de l'entraîneur, j'ai fait un petit jeu, Julien, si tu veux bien t'y prêter. Allez, vas-y. C'est quelques petites questions et en gros, on va essayer de voir ce que tu préfères dans la vie. Ok, Donc voilà, je te pose des petites questions et après on va éliminer tes réponses. On va faire des quarts de finale, des demi-finales, des finales et on va voir ce allez, que tu vas-y. préfères. Je suis. Première question, est-ce que tu peux nous donner ton livre préféré, si tu en Mon as un livre qui t'a préféré? marqué? Ouais. Bah écoute, mon livre préféré, il est simple, c'est La vie de Nelson Mandela. Ah, d'accord. Et Ok, pour donc une moi, biographie? ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi à changer, je pense, une phase du monde en tout cas. Et alors avec les bons et les mauvais côtés hein, de tout ça. Mais ouais, c'est quelqu'un. Je mets pas beaucoup de gens sur un piédestal dans ma vie,
Mais je trouve en tout cas, cette personne-là est très fascinante par rapport à ce qu'il a été capable de faire et d'excuser à la fin ceux qui ont pu lui faire du tort. Ouais, il n'y a pas eu de ressentiment à sa sortie de prison. Enfin, en tout cas, il est passé au-dessus. Deuxième question, ta ville préférée, si tu as une ville qui t'a marqué. Ma ville préférée. Alors écoute, j'en ai fait Ouais, beaucoup. Euh, Bon, je vais te dire Pantin, parce que c'est ma ville où je suis né, c'est de là tout est parti, et je suis quelqu'un qui suis assez attaché à ses racines. je comprends. Ton plat préféré, Mon plat préféré, saucisse lentilles. pour un classique. Je pourrais en Ok. manger. Ma femme le fait très 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 bien, et j'adore Est-ce ça. que c'est un plat du Lot ou pas du tout? Euh, Un plat ouais, traditionnel français, on va dire. bah, après j'aimais ça avant d'arriver ici. Est-ce que tu as un outil préféré? Alors, ça peut être manuel, la tech, ça peut être pour le boulot. Voilà. Est-ce qu'il y a un outil Alors que écoute, tu adores? je suis très bricoleur, j'adore bricoler, j'aime bien travailler le bois. D'accord? Donc voilà, je m'amuse des fois, tu vois, même à refaire des meubles, etc. C'est quelque chose qui me permet de décompresser un peu. Donc je vais te dire la visseuse, parce que ça me permet de faire pas mal de choses. Bon, bah, c'est un talent qu'on partage pas déjà. Voilà. On n'aura pas le même outil. Est-ce que tu as un sportif préféré? Alors, pas forcément un sportif qui te... Alors, je vais te dire que j'ai une génération de sportifs préférés. Alors, je vais t'en citer quelques-uns. Tu vois, que ce soit Michael Jordan, que ce soit Michael Schumacher, que ce soit Roger Federer. Pour moi, cette génération de mecs avait une aura et un charisme alors ça va faire un peu vieux con, je suis désolé les jeunes, mais que je trouve qu'on voit moins dans les nouvelles générations, tu vois, même dans le foot ou ailleurs. Je trouve qu'il y a plus cette classe naturelle, tu vois, qui ressort de ces mecs-là, de cette Et est-ce que tu génération-là. penses pas que c'est parce que c'est notre adolescence, c'est les années 90? Alors, il y a Ouais. forcément peut-être un petit peu, mais quand même, tu vois, je veux dire, je sais pas, quand on les entendait s'exprimer à la télé, dans des interviews, je sais pas, pour moi, il y avait autre chose quand même. Tu vois, il y D'accord. avait une petite classe au-dessus. C'est des mecs qui dégageaient quelque chose, quoi. Donc, les grands sportifs des années 90, on va dire. Ouais, après, si tu veux que je t'en donne un, je sais pas, allez, je vais te dire Federer. Allez, Ah, oui. Ah oui, c'est plus récent déjà. C'est la classe. ouais. Et ton film préféré? Mon film préféré, Blade, avec Wesley Snipes. Oh Wesley la vache. Snipes. Avec du combat et des cabrioles. C'est ça. Est-ce que tu as une émission, alors ça peut être YouTube, podcast, télé, quelque chose, une émission que tu aimes bien suivre ou qui t'intéresse? Bon, il y a une émission qu'on regarde un peu avec les enfants aussi à la maison, c'est N'oublie pas les paroles tous les soirs. Voilà, on trouve ça un peu rigolo, ça fait chanter un peu tout le monde et puis on passe un petit moment en famille, quoi. Je comprends. Pour les enfants, on fait des folies. Et C'est ça. euh, alors du coup, ouais, j'avais dit ta personnalité préférée. Alors tu m'as peut-être répondu un petit peu avec Nelson Mandela, mais je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre sinon que tu trouves marquant. Non, c'est Ça peut vraiment, être ouais, politique, historique. c'est vraiment lui. Ouais, j'ai lu pas mal de choses sur lui. Je suis pas un grand lecteur en soi, mais lui, D'accord? ça m'avait vraiment intéressé de creuser, de comprendre un peu le personnage. Bah écoute, quart de finale. Qui est-ce qui gagne entre Nelson Mandela et Pantin? Ah putain, c'est dur Ah, là. pas Ah, ça facile, c'est hein. dur. Ouais, c'est dur. Ouais, je vais dire Pantin. Qui est-ce qui gagne entre la saucisse lentille et la visseuse? Saucisse lentille. Bon, normal. Qui est-ce qui gagne entre Roger Federer ou Wesley Snipes? Ouais, je vais dire pour le sport, allez, Federer quoi. Bon, n'oublie pas les paroles, à gagner par forfait puisque Mandela était deux fois. Alors, demi-finale, qui est-ce qui gagne entre la ville de Pantin ou les saucisses lentilles? Eh ben là, si tu me disais, ça aurait dû être la finale, ça, tu vois. Ah mince, le tableau était mal fait, ça c'est C'est encore un ça. problème de tirage. Euh, Écoute, je vais laisser mon petit côté gastronomique en avant quand même. Allez, saucisse lentille. Bon, entre Roger et n'oublie pas les paroles? Oh, Roger. D'accord. Attention, la grande finale, qui est-ce qui gagne entre Federer ou les saucisses lentilles? Allez, je donne Federer. Ah la vache, j'y croyais pas. Bon, parce que Julien Girard préfère dans la vie, c'est Roger Federer et les grands sportifs. Ben, je trouve qu'en plus, encore une fois, toute cette génération, elle était intéressante parce que c'était des mecs qui venaient vraiment
de milieux différents, qui ont tous des histoires un peu différentes pour arriver au top du top. Et c'était intéressant de les écouter. Ouais. Je trouve que Ouais, c'est vrai il que y dans le avait tennis, il y a des profils vraiment entre Djoko, Federer, Murray ou Nadal, c'est pas du tout les mêmes histoires. ah non, ça n'a rien à voir. Voilà. Et Ils arrivent au même point, mais avec des histoires différentes. c'est ça, ouais. Et avec des techniques, parce que même si on n'est pas du monde du tennis, hein, mais je veux dire, on peut le voir, ils n'ont pas du tout la même technique. Ils ont pas. Après, j'ai une théorie là-dessus. Je te la glisse quand même. Que ça soit dans tous les sports de raquette, je pense qu'il y a un truc sur l'impact balle-raquette qui est très important à haut niveau. Et que même si ta technique est totalement différente d'un autre, du moment que l'impact balle-raquette ou volant-raquette est juste et précis, je pense que tu peux compenser pas mal de choses. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Ouais. Moi, c'est un truc que je dis souvent aussi. Serrer, le contact, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes séances aussi. Écoute, on passe un peu au métier d'entraîneur, puisque c'est quand même ce qui a occupé et ce qui occupe une grande partie de ta vie. Ouais. Et peut-être commencer. Pourquoi est-ce que tu es venu à ce métier-là? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que tu as tout de suite su que tu allais être passionné? Voilà, comment tu vois ça? Écoute, alors pour te faire assez simple, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé à l'époque où je faisais pas mal d'interviews. Si tu veux, souvent je dis je suis devenu entraîneur à cause et grâce à mon entraîneur. Pour deux raisons simples, c'est que c'est quelqu'un avec qui je suis encore en contact à l'heure actuelle. C'est quelqu'un que j'appelle quand j'ai des trucs, même dans ma vie, tu vois, des trucs, voilà, des questions que je peux avoir, etc. Quand je sais pas trop à qui forcément demander un avis, en tout cas. Donc, si tu veux, c'est quelqu'un qui nous a amené beaucoup ce truc de nous sortir un peu, plutôt que d'être dans la rue à faire des conneries, c'était mieux d'être dans une salle de sport. Ce groupe de copains, on est encore copains à l'heure actuelle. On fait des mariages, on fait des baptêmes, on fait tout ce que tu veux autour de nous. Ce petit groupe de 5-6, on est toujours copains, toujours. Alors, on est tous vétérans maintenant, mais tu vois, on a un petit groupe WhatsApp, là, on discute, mais franchement, c'est tous les 2-3 jours, hein. On est toujours présents, quoi. Ça s'est éclaté, chacun habite maintenant un peu partout en France, mais voilà. Et donc, si tu veux, c'est quelqu'un qui a réussi à vraiment fédérer, tu vois, nous faire comprendre l'importance de l'état d'esprit du groupe, d'être là pour les copains, même si l'idée, c'était que chacun soit le meilleur possible. Mais l'idée, c'était plus l'individuel sera fort, plus le collectif sera solide. Et donc, il nous a vraiment élevés, tu vois, dans le ping avec tout ça. Et donc ça, si tu veux, je dis grâce à lui pour ça, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de rendre, ça, moi, à des jeunes. Et quand j'ai dit à cause de lui, c'est parce que malgré que ça soit quelqu'un qui soit humainement génial, qui a un regard sur le ping, qui est assez intéressant, et pourtant c'est quelqu'un qui a jamais voulu, tu vois, aller plus loin que d'être un entraîneur de club. Hein. Pourtant, il aurait pu, moi, à mon sens, il aurait pu. Mais par contre, voilà, techniquement, je partage pas la totalité de ce qu'il pense des choses sur la technique, de l'action sur la balle, sur voilà. Et donc souvent, je dis grâce à lui et à cause de lui, parce que je pense que techniquement, et là je te parle à titre perso, s'il m'avait amené des choses un peu plus fines, je pense que j'aurais pu être meilleur. Et donc, toi, en tant que joueur, ça aurait été plus loin. Ouais. Et donc, si tu veux, en fait, c'est une partie, tu vois, où je suis très reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi, et une petite partie où je lui en veux un peu, parce que s'il s'était impliqué un peu plus, en tout cas dans une réflexion, peut-être qu'il aurait pu apporter des choses. Mais au final, la balance fait que voilà. Donc c'est ce qui m'a motivé à le faire le plus. Et après, parce que oui, je suis tombé dans la maladie du ping-pong. Comme on le sait tous, je pense qu'il faut qu'on ait un petit côté un peu taré quand même quand on fait ce métier-là ou ce sport-là, quoi. Ouais, ça dépasse peut-être aussi d'ailleurs le ping-pong. Peut-être que c'est qu'on a une envie de transmettre en nous. Et tiens, c'est chouette, le ping, c'est une occasion de transmettre quelque chose, mais ça aurait pu être un autre savoir ou une autre connaissance, sinon. Moi, je suis d'accord. Tu sais, le truc qu'il faut jamais oublier, hein, à mon sens, hein, c'est qu'on est éducateur sportif, c'est-à-dire qu'on éduque par le biais du sport. On passe des valeurs, on passe des choses qui nous paraissent importantes. Après, voilà, t'as des gens qui vont être réceptifs à ça, t'en as d'autres qui vont pas l'être, t'en as qui auront des vies où peut-être que le cadre à la maison, des fois il est un petit peu pas forcément défini, il va le retrouver avec les copains ou avec son entraîneur à la salle. Donc voilà, je vais un peu dévier, mais je veux dire, je pense qu'on est un vrai point d'appui
sur le système éducatif global. C'est la réalité. Et peu importe, après, qu'on soit entraîneur dans n'importe quel sport ou dans n'importe quelle, on va dire, association culturelle, euh, je pense que ce repère-là, il est vachement important. Enfin, en tout cas, moi, il a changé ma vie. En tout cas. Ah ouais, c'est sûr. Mais tu as senti, quand tu jouais, tu as senti que ça t'attirait d'entraîner? Ou il a fallu que tu arrêtes de jouer? Ou c'est le hasard? Alors, bah, écoute, je vais te dire, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, très vite, sur, tu vois, les ambitions, quand on était copains, petits, c'était de monter en national, tu vois, on voulait absolument jouer en national en par équipe à l'époque. Et donc, on a réussi à monter en national 3, par équipe, en national 2, c'était complètement incroyable. Et en fait, je me suis vite rendu compte que, tu vois, m'arracher pour l'équipe, c'était quelque chose que j'étais capable de faire. Me Ouais. transcender pour moi tout seul, j'avais un peu de mal. Parce que je pense qu'intrinsèquement, j'avais pas ça en moi. Et en fait, je me suis vite, si tu veux, confronté au truc où, ben, quand j'étais assis, quand je jouais pas, j'adorais encourager mes copains, j'adorais les coacher, j'adorais les aider, en fait, pour qu'ils gagnent, tu vois. Et en fait, je me suis vite rendu compte que, bah ouais, finalement, peu C'est importe l'endroit où tu te sentais le mieux, quoi. ouais, ouais. Et en fait, Plus qu'à la table avec la raquette. c'est ça. Et donc, pour la petite histoire, quand même, qui va te faire sourire, parce que je t'ai appelé avant, mais tu vois, il y a un moment donné, donc je sais plus combien j'étais encore à l'époque, peut-être 300, 400, enfin, peu importe. Et j'avais un jeune, donc au club de Pantin, qui devenait, je crois, numéro à l'époque, pas loin ou pas loin, qui s'appelait euh, Guillaume Willem. Mhm. Et que, à un moment donné, j'ai discuté avec les copains, je leur ai dit, écoutez, je préfère qu'il joue à ma place, parce qu'il aura plus les crocs que moi en tant que joueur. Et moi, dans ces cas-là, ben, je vais jouer en dessous pour aider un peu l'équipe, voilà, d'un point de vue sportif. Mais par contre, je veux coacher tous les matchs. Je serai là avec vous tout le temps. Et donc, voilà. Et donc, si tu veux, ça s'est arrivé, mais j'avais, ouais, enfin, je sais pas, 21, 22 ans, quoi. C'est vite arrivé. Et en fait, j'ai vite rangé la raquette parce que finalement, je suis vraiment rentré dans ce truc de, ouais, bah, enfin, j'étais sûr que je voulais transmettre. Ah, donc c'est en tant que coéquipier que tu as vécu déjà les premières fois où tu as aidé, en fait, où tu as Ouais, coaché ouais, un ouais. peu. Ouais, ouais. Tu vois, D'accord. mais même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai refait un match parce que je suis toujours licencié à Pantin. J'ai refait un match avec mes copains. Alors, je sais même plus quel niveau c'était, Régional 2, je crois, ou un truc comme ça. Alors, sur la licence, je suis encore 18. Je suis loin de les jouer, je pense. Mais, tu vois, j'ai été jouer un match avec eux en région parisienne. Et tu vois, c'est marrant parce que, bon, en soi, on s'en fout du résultat. Moi, c'était pour passer 2, 3 jours avec eux puisque j'allais à l'ambassade d'Inde. Je t'en parlerai après, donc, pour faire des papiers. Et donc, j'en ai profité pour les voir. Mais tu vois, j'avais quand même ce côté du truc où, voilà, tu vois, je leur disais, putain, les gars, allez, machin, tu vois. Et puis, j'étais quand même dans le coaching. Alors que je savais que, tu vois, enfin, le plus important, finalement, c'était bon, on allait faire le match, mais c'était le soir, on allait au resto tous ensemble. Et on avait plein de trucs à se raconter depuis 6 mois, tu vois. Mais j'ai Ah, toujours ce mais petit truc au fond, quoi. on se refait pas, hein. On passe le dimanche matin pour dire bonjour et puis on se retrouve à prendre un temps mort C'est parce ça. qu'en fait, il y a un truc à faire. Exactement. Et donc, ouais, après, quand même, la différence par rapport à pas mal d'entraîneurs, c'est que toi, t'as pas fait que on va dire, du poste salarié en club. Tu as fait une façon d'entraîner un peu différente. Tu as été plus loin avec certains joueurs quand même. Tu es sorti un peu de la structure club. Oui, oui, bah écoute, oui. Moi, en fait, l'idée, c'était effectivement il y avait encore des opportunités, des ouvertures à l'époque où c'était, je dirais, un peu moins fermé qu'aujourd'hui sur le système international. Et donc, c'est vrai que moi, ce que je voulais, c'était essayer de voir, même si je veux pas rentrer dans un débat comme j'ai pu avoir pendant quelques années, mais je veux dire, bon, la filière fédérale était ce qu'elle était. Et le truc, c'est que, bon, voilà, ce qui était dommage, c'est qu'il y avait quand même quelques gamins qui étaient en parallèle de ça, qui avaient à peu près le même niveau, les mêmes résultats, et que ces gamins-là, en gros, on leur permettait pas forcément de pouvoir tendre vers ça ou de vivre ce truc-là. Et donc, c'est vrai qu'on a été un peu plus loin, et c'est là que j'ai trouvé beaucoup de liberté avec la Romagne à l'époque et avec Villeneuve après, où en fait, bah, voilà, je suis tombé sur des gens très intelligents pour moi, qui nous ont permis, parce que là je vais dire nous, hein, c'est pas que moi, de pouvoir avoir ce truc un peu de carrière de joueur de club, familial, etc., sans oublier un peu, je dirais, ouais, la base de l'associatif. Hein. Euh, Ouais. mais à côté de ça, on pouvait partir sur des stages à l'étranger, on pouvait partir sur des compètes internationales, tant que c'était pas quelque chose qui empiétait, si tu veux, sur les priorités du club. Quoi.
Quand tu étais à la Romagne, Jérémy Petiot, c'est sur quel club au départ que tu l'as rencontré? Ou c'est pas du Jérémy? tout euh, Jérémy, alors, c'est là où il a vraiment démarré, c'est à Bobigny, à côté de Pantin, en d'accord, 93, avec les écoles. Et donc, je l'ai eu à Pantin avec moi. Et d'accord. après, il est parti à Niort. Je l'ai rejoint là-bas. Après, on est parti à la Romagne. Et après, on est parti à Niort. Ouais, d'accord, vous avez fait le parcours en commun sur les Ouais, ouais, différents ouais. clubs. Ouais. Ouais. Ok. Et Et puis, voilà, c'était. donc lui, c'était un peu, j'allais dire, il te payait un peu perso. C'était lui Alors, ton employeur, oui, c'était le club. je dirais oui, oui, oui et non. Les parents ont beaucoup aidé à côté pour beaucoup de choses, pour tous les frais qu'il pouvait y avoir, etc. Après, moi, tu sais, le but dans ce métier-là, je me suis toujours dit que c'était un peu un métier quand même où tu donnes énormément, où voilà, l'idée c'est de vivre correctement et de pas forcément être axé sur le gain financier de ce qu'on fait. Et pour moi, l'idée, au-delà encore de pouvoir accompagner des individualités comme celle-là, ça a été de se dire, je veux que ça devienne des bons gars. Je veux que ça devienne des bonnes personnes, tu vois. Et donc, je t'avais expliqué un petit peu quand on s'était eu un peu avant l'interview. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment deux grandes familles d'entraîneurs. C'est t'as le bon entraîneur qui va effectivement améliorer les résultats, qui va voilà, permettre à quelqu'un d'avancer et de progresser. Et tu as les grands entraîneurs qui vont, eux, changer la vie d'un joueur. Et donc, si tu veux, dans ma tête, alors sans aucune prétention à ce que je vais dire, mais moi, j'ai toujours voulu être dans cette classe-là de grand entraîneur. Non pas pour être considéré comme le meilleur, mais parce que je me dis que mon rôle, si on est sur un suivi individuel et qu'on essaye d'amener, ou un petit collectif de trois quatre mecs que tu veux emmener le plus haut possible, tu passes tellement de temps avec eux dans les voyages, dans les déplacements, dans les compètes, dans les trucs, c'est qu'il y a autre chose que le ping-pong. Tu peux pas, ça Ah, peut mais pas s'arrêter qu'au ping-pong, c'est impossible. tu remplaces une partie du temps que tu devrais avoir en famille, donc Bien forcément, sûr. tu dois jouer ce rôle-là. Ouais. Ouais. Puis quand tu Non, vas à non, t'es, l'étranger, ce que tu disais, tu découvres, toi, tu les as aidés pour les premières démarches à la banque, des choses comme ça. C'est-à-dire que tu vas au-delà du ping-pong. Bien sûr, ouais, ouais, bah, que ce soit pour le permis de conduire, que ce soit pour l'ouverture d'un compte en banque, quand ils ont leur premier appart, leur truc, bah, faut aller ouvrir EDF, l'eau, machin. Enfin, je les ai accompagnés sur beaucoup de choses qui sont au-delà de tout ça. Mais parce que j'étais persuadé que s'ils étaient bien dans leur vie, forcément, dans le ping, ils seraient bien. C'est-à-dire que la finalité en soi, c'était pas forcément qu'ils soient champions du monde. Mhm. La finalité, c'était qu'ils aillent le plus loin possible de ce qu'ils pouvaient faire. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, mieux ils étaient en fait souvent sur un équilibre à côté, plus en fait finalement les limites s'écartaient de plus en plus. Parce qu'à partir du moment où tu te sens bien, où tu as une vie qui est posée, que tu as l'air entre guillemets équilibré, que tu es quelqu'un d'ouvert, que tu es quelqu'un de tolérant, de bienveillant, j'ai l'impression en tout cas que les choses sont plus faciles dans la vie. Après, ça n'engage que moi, mais Et pour les deux garçons là, dont on parle, Jérémy ou Stéphane, ils ont été au-delà de ce qu'ils pensaient faire. Ils ont été en deçà. Ils avaient rien prévu. bah, écoute, ça serait un peu long à te dire, mais je pense que Jérémy a eu des ambitions. Il avait pour moi euh, la possibilité de. Après, il a fait aussi, ou je vais dire, on a fait des choix peut-être à mon avis qui n'étaient pas bons pour lui ou qui étaient bons. Enfin, peu importe. Voilà, c'est ce que ça a mené. Après, moi, je démordrai toujours pas qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Ça, en tout cas, par rapport ou même à des perfs qu'il a pu répéter dans le top 20 ou dans le top 30 mondial, je pense qu'il aurait pu aller un peu plus loin que ça. Ouais. Stéphane, en fait, ça a été beaucoup plus vite que la musique, c'est-à-dire que il a explosé en une saison. Mm. Il est devenu champion de France senior, mais je te garantis que c'était pas du tout, mais alors dans ce qu'on on pouvait espérer de toute façon. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il avançait, qu'il prenait de la confiance en lui, que tout ça, que machin. Mais je veux dire, enfin, moi, je m'attendais pas à ça aussi rapidement. Donc voilà. Après, il est arrivé entre 40 et 50 mondiales assez rapidement aussi. Euh, et là, lui, il y a eu un truc, il y a eu une blessure par rapport à son pied, etc. où il Mm. s'est opéré. Et je pense qu'il aurait pu aussi aller un peu plus loin. Et en plus, lui, il aurait réussi, je pense, à stabiliser pas mal de choses. Ouais. Là, il maintient quand même un. Il est sacrément performant en Pro B cette année là. C'est.
Ah oui, bah écoute, je l'ai eu il y a 2 jours, là, parce que c'est pareil, on est toujours en contact très régulier. Il me disait qu'il était content parce que finalement, aujourd'hui, à 31 ans, il fait sur la saison, je crois qu'il a pas perdu un match, si je te dis pas de Ah ouais, bêtises. puis il met vraiment des matchs faciles sur les dernières Ouais, rencontres, hein. ouais, et puis voilà, tu sais, Stéphane, c'est un joueur, il aime jouer, lui, de toute façon. Donc, Mm. voilà, et puis, oui, le ping, je pense que c'est sa ligne de vie, quoi. Donc, Et tu vois, lui, enfin, il a la réputation. En tout cas, il semblait pas être si facile que ça à entraîner quand il était dans les catégories jeunes. ouais. Et est-ce que c'est vraiment une rencontre ou est-ce que toi, tu as l'impression que tu pourrais t'adapter à n'importe quel joueur qui viendrait te Alors, je voir? pense que ça a été vraiment une rencontre et un fonctionnement ensemble, parce que comme je t'ai donné une petite anecdote la dernière fois, par exemple, quand je voulais lui faire travailler les jambes, si je voyais qu'il avait plus envie de bosser, parce que Stéphane, fallait toujours l'intéresser à quelque chose. Donc, euh, donc quand je voyais qu'il en avait un peu marre, ben, je lui disais, écoute, bah, tu finis en porte-plume, le panier de balle, parce qu'en fait, la touche de balle, le top spin, je m'en foutais. Ce qui Mm. m'intéressait, c'était qu'il gagne en volume de jambes et qu'il gagne en vitesse de déplacement. Donc, tu vois, j'en ai plein, hein, des trucs avec lui comme ça. Et je pense vraiment que ça a été une rencontre parce que, tu vois, j'ai eu d'autres joueurs derrière qui sont venus nous rejoindre sur le groupe. Je sais pas, Antoine Achard, Adrien Matenet, etc. J'ai essayé de leur amener un peu une vision du truc comme ça, avec ma manière d'être un peu en dehors du ping. Ça a été, mais ça n'a pas été non plus très. Ouais, t'as pas senti que ça prenait autant Non, c'était pas qu'avec pareil. Stéphane, quoi. C'était pas pareil, ouais. Après, de toute façon, chacun est différent, hein. Chacun va le vivre différemment. Mais si tu veux, bon après, encore une fois, je suis pas le mec parfait, loin de là, mais j'ai essayé en tout cas d'apporter une vision différente des choses à pas mal de joueurs, tu vois. Enfin, je vais te donner un exemple de Grégoire Jean, qui a été un mec dans l'ombre, mais qui a été un mec en or dans un groupe. Ça a été un coéquipier exemplaire, surtout. Euh, il lui manque un petit truc, tu vois, pour pouvoir passer un petit peu au-dessus. Euh, et lui, tu vois, on avait une relation où on arrivait à beaucoup communiquer, à être assez proche, etc., à la salle. En dehors, alors, c'est pas, je veux pas dire qu'il y avait des distances, mais on n'était pas forcément si proche que ça, mais dès qu'on était à la salle, c'était très proche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça marchait bien sur le ping, on va dire. Ouais. Ouais. Et tu vois, bon, je pense que je lui ai apporté quelques trucs. Après, c'est un mec qui a toujours réussi à avancer aussi un peu tout seul. Euh, et ce qu'il a fait, en tout cas, moi, je trouve ça très bien. Euh, enfin bref, chacun, si tu veux, avec qui j'ai pu bosser avec un peu ce groupe-là qui est resté un peu soudé longtemps. Ouais, après, moi, c'est plus une histoire de personnes, de prendre les mecs, tu vois, s'il fallait discuter un peu avec eux à côté. Parce que, tu vois, bon, le dernier, entre guillemets, un peu jeune dont je me suis occupé, c'était Romain Ruiz. Mm. Euh, tu vois, où lui, j'ai passé aussi énormément de temps parce que c'était un peu pareil, tu vois. Moi, c'est un peu, je dis ça, c'était un peu, tu sais, ceux qui étaient un peu différents, finalement, qui étaient avec moi. Parce que peut-être que je suis comme ça aussi. Je pense qu'il y a aussi, à un moment donné, des polarités qui s'attirent. Et, euh, et tu vois, Romain, lui, j'ai le regret, par contre, de ne pas avoir fini ce que je voulais faire avec lui. Ouais. Par la force des choses et par des choix personnels. Mais Romain, voilà, c'est quelqu'un que j'ai au téléphone encore, tu vois, très souvent, etc. Et, euh, et tu vois, Romain, il avait aussi ce truc atypique, un peu d'être différent. Il fallait le comprendre, mais en même temps, il fallait lui mettre un cadre. Il fallait lui mettre de la rigueur, mais il fallait lâcher du lest. Tu vois, comme je te disais, le truc là qui fait comme ça, c'est un Mm. truc qu'on a amené à l'entraînement parce que en fait, il avait tendance à le faire pour balancer parce qu'il était fatigué. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a amené en qualité parce qu'il réussissait à faire quelque chose. Donc, en gros, il avait le droit, si tu veux, de mordre son biscuit que s'il faisait quelque chose de carré. Si c'était pas carré, je lui laissais pas. Et finalement, c'est quelque chose qu'il a développé de lui-même de plus en plus, mais qu'on a bossé. On le travaille au panier avec des enchaînements, Ouais, etc. c'est pas une fantaisie, c'est pour que ça soit Alors, utile en match, quoi. voilà. Mais au départ, c'en était une. Et au départ, c'était même, tu vois, bon, allez, j'en ai plein le cul, Ouais, je veux plus travailler la banane, je veux plus travailler le flip, ça me saoule, quoi, tu vois. Mais d'accord. finalement, on a continué à travailler la banane et le flip, mais on a amené ça de temps en temps. Et donc, je lui laissais, voilà, tu m'en fais 11. Tu veux les mettre sur la table ou pas, je m'en fous. Mais par contre, voilà, je veux que les 11 bananes derrière, elles soient sur la table. Et après, si tu veux, on reprend ça. Tu vois, il y avait des petits, un peu comme avec les enfants, hein, même si je suis
Tu vois, il y a un petit peu la carotte pour réussir quelque chose et pouvoir Ah faire bah, ce de que toute vous voulez. façon, on marche tous comme ça, ouais, mais... C'est Et sûr. tu penses que sur les entraîneurs comme ça, qui ont des joueurs vraiment dans le tout haut niveau, c'est que des gens qui s'investissent aussi sur la partie humaine, où il y a des gars, voilà, c'est le métier, quoi. Je fais le panier, je tiens la salle, mais ça s'arrête là. Alors, alors, peut-être que je me trompe, mais si tu veux, je vais te différencier les coachs quand même, on va dire, des équipes nationales avec les coachs qui vont faire un suivi individuel. Alors, le truc, c'est que des fois, tu as le coach du suivi individuel qui a fini par devenir Mais coach de l'équipe oui, de... c'est le cas chez nous en ce moment, mais Voilà, oui. c'est le cas chez nous en ce moment, ce qui est très bien, d'ailleurs. Je le souligne quand même parce que je pense que c'est bien qu'on ait aujourd'hui, en tout cas sur toute la filière, les bonnes personnes aux bons endroits, aux bons endroits. Ça faisait des années quand même qu'il aurait fallu en arriver là. Et le truc, c'est que je sais pas si je te prends, alors ça va remonter un petit peu, mais si je te prends l'histoire de Michael Maz, ça a été un peu ça, c'est-à-dire que son entraîneur allait jusqu'à faire son sac. Hein. C'était des anecdotes, il y en a beaucoup sur lui, où il était capable de se pointer à une compète et de pas avoir pris les bons maillots, par exemple. Tu vois. Ouais. Et c'était son coach, Peter Sars, donc tu vois, qui s'occupait un peu de tout ça. Il est devenu coach de l'équipe nationale après pendant des années. Et tu vois, d'ailleurs, je te parle de lui parce que je suis content. Il revient dans le ping là depuis peu. Il a fait une grosse dépression. Tu vois, bon, il a morflé physiquement, etc. Mais il revient. Et puis là, tu vois, je voyais que même sur Facebook, il redevient un peu actif après 3 ou 4 ans, je crois, d'être descendu très bas. Mais c'est un mec qui a donné Ouais. énormément pour le ping-pong et qui a suivi beaucoup, donc Maz en individuel. Après, quand tu vois, par exemple, un mec comme Timo Boll, la rigueur allemande et tout, mais c'est la même coach, finalement, qui va revoir à chaque fois qu'il a besoin de se préparer. Quand il a besoin de ses temps à lui, il va pas forcément à Düsseldorf avec les gars. Il va voir sa coach qui l'a formé pour faire un peu de panier avec elle, même si c'est qu'1 heure, 1 heure et demie. Donc, il a besoin de ce relationnel. Tu prends Jean-René Mounier et Calderano. Ah oui, Calderano, ouais. Voilà, on en revient toujours au même truc. Je veux dire, les mecs, ils ont passé tellement de temps, les transports, tu vas dans tous les pays. Au bout d'un moment, il y a des fois, il y a des compètes qui se passent pas bien, donc tu as 2 jours à tuer, à rien faire. Tu vas forcément essayer de visiter un truc, même si tu es avec les copains pour le joueur ou même si tu es en train de refaire le monde du ping pour toi en tant que coach. Mais bon, à un moment donné, tu partages des trucs avec. Ça permet aussi de tisser des liens. C'est-à-dire que le mec, quand il est pas bien en match, il va te regarder, tu vas le regarder dans les yeux. Tu t'as même des fois pas besoin de parler, tu vois. Ouais. Tu vois, pour la petite anecdote, comme ça, si jamais elle regarde la vidéo, elle s'en rappellera. On avait une juge arbitre qui venait nous arbitrer souvent en pro à Villeneuve, qui s'appelle Fabienne Fritsch, qui a les cheveux un peu colorés, les cheveux courts, que j'embrasse d'ailleurs, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Et tu vois, un jour, elle m'a mis un carton jaune sur le match. Où je lui ai dit, mais je comprends pas. J'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup, tu vois. Même, tu vois, de temps en temps, alors, je l'ai fait comme tout le monde, hein, tu vois, de crier un peu quand la balle était proche. À l'époque, on n'avait pas le droit de parler au coaching, mais je parlais pas plus que ça. Et en fait, hein, à la fin du match, je vais la voir et je lui dis, mais pourquoi vous m'avez mis un carton jaune? Et elle me dit, bah, écoute, elle me dit, t'as une telle communication avec tes joueurs. Elle me dit, en fait, elle me dit, je voulais t'en mettre un comme ça. Elle me dit depuis le D'accord. temps, parce qu'en fait, tu vois, il y a une vraie alchimie qui se crée, en fait, une relation de confiance, et je pense qu'elle est très importante. Alors, là, spécifiquement pour le haut niveau, je pense que c'est vraiment super important d'avoir cette relation de, tu vois, là, j'ai vu qu'il y avait tout un débat qui avait été fait entre Nathanaël Hmm. et Alexis parce que Nathanaël a pété un plomb, il l'insulte un peu, machin, etc. Bon, moi, si tu parlais avec Stéphane, Romain, Jérémy, qui tu veux, il te dirait, ça m'est arrivé, hein, ces pétages de plomb. Mais en fait, tu peux te permettre aussi de faire ça parce que tu as une relation très proche avec ton joueur. Et qu'en fait, ça va bien au-delà que du poids de ces mots-là. Donc, quand je vois qu'on en fait un peu une affaire, je trouve que c'est un peu dommage. Tu vois, là, bref, j'ai suivi un peu comme ça de loin. Mais je veux dire, non, c'est normal. Et puis, le joueur en a besoin et le coach en a besoin aussi. Oui, Alors, en fait, il l'a dit parce que là, il a senti que c'était le dernier ressort qu'il avait, quoi. Il y avait exactement. pas, ouais. Ouais, ouais. Mais, Ah non, moi, ouais. enfin, moi, ça m'est arrivé aussi, hein. Ça m'est même arrivé sur des analyses vidéo, tu vois, des retours qu'on faisait de compète, de jeter une chaise sur un joueur parce que le mec, je sentais qu'il y était pas et qui me rendait Hmm. fou parce qu'il voulait pas écouter, tu vois. Mais en soi, tout ça, c'était pas pour montrer que tu es au-dessus ou que tu domines ton joueur ou machin. C'est parce qu'en fait, je pense que c'est de la bienveillance jusqu'en boutiste. Hmm. Tu vas au bout du bout, c'est-à-dire que tu lui donnes tout et tu crois tellement en lui, des fois, que
par moment, peut-être qu'on y croit un peu plus qu'eux, tu vois. Ouais, le retour, il est presque asymétrique, on va dire. Ouais, ouais, je Il est pense pas que tout le temps là, lui. Ouais. c'est ça. Ok, ouais, donc enfin, sur les meilleurs. Sur ceux, en tout cas, qui entraînent les meilleurs, on est obligé quand même d'aller à ce niveau-là d'investissement et de Ben, partage, on va dire. moi, je pense que c'est important, tu vois, à l'époque où Carole est venue un peu avec nous, avec moi, etc. Je pense que c'était une période où elle avait, alors dans le ping, parce qu'elle gambergeait beaucoup, hein, dans le ping, il y avait déjà 90% qui étaient calés quand même, hein, comme tu disais, elle était championne de France, elle était en équipe de France, elle était top 100 mondial assez régulièrement quand même. Mais je pense que ça a été une période de sa vie où elle a eu besoin de parler d'autres choses, tu vois, de pouvoir évacuer pas mal de choses. Et je pense que voilà, le peu en tout cas que je lui ai apporté, j'ai été là aussi pour l'en dehors. Euh, et puis des fois, ça crée des déclics, des fois ça les crée pas. Après, tu vois, elle, c'est con, hein, elle s'était qualifiée au jeu. 10 jours avant Oui, les Jeux, a fait une chute en bien vélo. sûr. Ouais. Bon, voilà, après, malheureusement, c'est la vie des sportifs, mais c'est vrai qu'elle aurait pu aller au bout de tout ce qu'elle avait fait, en tout cas. Eh ben, écoute, passionnant. Je te fais un dernier petit jeu, trois, quatre questions, Allez, vas-y. et puis après, tu nous racontes tes périples à travers le monde. Ok. Ouais, c'est vraiment des petites questions rapides, c'est des petites questions éclairs, et puis voilà, tu fais la première réponse qui te vient à l'esprit. Est-ce que cette année, tu as un achat, quelque chose que tu as acheté qui a impacté ta vie ou qui a eu, tu t'es dit, ah, ça, j'ai pas dépensé mon argent bêtement. Oh putain, c'est dur. Ah, t'as vu Euh, cette question, elle est terrible, là. ouais. Ça, faut que je te réponde comme ça, du tac au tac. Ouais, un ordinateur pour ma fille, pour le collège. Ça a impacté votre vie. Ça a impacté Ok. notre vie, ouais. Est-ce qu'il y a un échec que tu as vécu et qui a été vraiment important pour un succès futur? C'est-à-dire que ça t'a servi de leçon, tu as appris quelque chose? Ouais. Alors, je peux pas tout expliquer, mais je pense que je vais essayer de te répondre comme ça. Je pense qu'on est obligé de tomber plusieurs fois pour pouvoir aller de plus en plus loin. Et des fois, je pense que heureusement que je suis tombé. Sinon, je pense que même moi, j'aurais pas eu cette volonté d'aller aussi loin. Mais ouais, il y a quelques petits trucs où j'ai morflé un peu. Ouais. Et ouais, ben, comme tu dis, on grandit tous après de toute façon. Alors, est-ce que tu as, peut-être que c'est un lien avec la visseuse, mais est-ce que tu as une obsession ou une passion quand tu as du temps libre et que t'es pas au ping? Bah, en fait, alors, l'obsession que j'ai, c'est d'améliorer les choses. Je suis tout le temps en train de réfléchir, si tu veux, sur comment est-ce que je peux, tiens, faire un peu mieux, machin, avoir un truc un peu plus sympa. Alors, je vais te faire simple, hein, on avait une table dans notre cuisine, puis ça faisait un petit moment, je disais à ma femme, putain, ce serait quand même plus sympa, tu vois, qu'on ait un espèce de, un peu un îlot central, tu vois. Et puis j'ai commencé à regarder quelques vidéos parce que j'aime bricoler. Et finalement, Mhm. tu vois, j'ai été acheter une table qui valait rien du tout sur le bon coin. J'ai récupéré que le plateau. J'ai récupéré un vaisselier qui était cassé, que j'ai payé que dalle, pareil, à une personne qui habite à côté. Et donc ouais, en fait, on va dire ce côté, tu vois, de toujours essayer d'améliorer un peu en utilisant le moins de choses possible, le moins de ressources D'accord. possible. Ok. Décidément, on ne se ressemble pas sur ce point. Euh, Pas facile, là. Attention, Julien. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui existe, mais que tu ne peux pas prouver? Est-ce qu'il y a un domaine où toi, tu crois en quelque chose, mais on ne peut pas le prouver? Dur ça. Ouais, ouais. Parce que, alors tu vois, depuis quelques années, je cherche beaucoup la spiritualité. Je suis pas très religieux. Euh, je respecte chacun, hein, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais ouais, je vais te dire, je pense qu'il y a quelque chose qui nous entoure, qui permet effectivement qu'on puisse vivre. Mais après, de là à prouver que c'est une représentation d'eux ou de croire en un être unique, je me pose la question. Je sais pas si Bon. ça répond à ta question, mais Si, mais on a compris où tu voulais en voilà, venir. Mais quand il n'y a pas de réponse à des questions, c'est la spiritualité. c'est ça. Euh, Si tu pouvais, alors tu sais, en Chine, moi, ça m'a fait rigoler, il y a des messages au mur. Ouais. Si toi, tu pouvais écrire un message à l'entrée de toutes les salles de ping de France, tu mettrais quoi comme message? Oh, putain, tu sais que j'ai déjà eu cette question et j'avais fait une bonne réponse à l'époque. Je vais pas m'en Merde. rappeler. Ah putain. Non, parce que souvent en Chine, comme tu dis, et puis donc j'avais vu quelques photos de toi il y a quelques années, je crois, 7, 8 ans, je crois que Ouais. vous étiez parti là-bas. Souvent, il y a marqué dans les salles faire un geste pour son pays ou jouer au tennis de table pour la communauté ou quelque chose. Et
C'est vrai, au ping, je sais pas. Là, comme ça, dans les salles de France, je sais pas. Moi, je serais tenté de te dire que, ouais, plus l'individuel est fort et plus le collectif sera solide. Ouais, toi, t'es sur le groupe. Mais Ouais. en fait, je suis sur le fait que plus tu deviens fort, toi, personnellement, plus tu deviens fort dans la tête et physiquement, plus tu apporteras au groupe, plus le groupe sera fort. Et donc, forcément, plus celui qui sortira du groupe sera fort aussi. En fait, Tu, c'est... tu sais qu'on le voit même quand c'est pas des groupes d'entraînement. Si tu as une génération où il y a des très forts, le 10e, il est hyper fort. Bien sûr. Et Évidemment. quand il y a une génération creuse, il y a personne. Ouais, ouais. Et c'est... Après, il y a tout un rôle aussi du leader hein, qui amène en général pas mal de choses. On a pu le voir avec l'ancienne génération, avec Philou, Hmm. qui a quand même aussi permis à tous les autres d'être tirés vers le haut. Parce que s'il lui avait pas été là, ils auraient été bons, hein, les mecs. Mais peut-être pas aussi bons. Et là, tu vois, ce qui est en train de se passer avec les frangins en ce moment, bah, c'est pareil. J'espère que Que ceux les qui seront pas cotons... bons de cette hmm. génération-là seront quand même très très forts. Mais ouais, il y a de fortes chances qu'ils aient un classement Oui, oui, ouais, je bien pense que. supérieur à des Bon, et générations puis qui là, vont avoir un peu plus de mal. il y en a quand même quelques-uns qui arrivent derrière qui sont super intéressants. Donc, que ce soit Lilian, que ce soit Jules, c'est quand même. Et Fabien puis c'est des... Coton, Ouais, bon, qui gagne. ouais. Mais puis c'est des bons petits gars en plus. Donc, c'est Bon, bien. bah écoute, l'avenir nous dira jusqu'où ils iront. C'est ça. Bah écoute, pour finir, Julien, voilà, c'est avec Romain que tu as travaillé en France pour la dernière fois, c'est ça? Ouais, bah, enfin, Plus ou c'était moins, avec, Villeneuve, quoi. Ouais. avec Villeneuve, et puis j'ai suivi un petit peu Romain, ouais, sur la fin. Tu peux revenir sur tes pérégrinations et puis sur ce que tu fais en ce moment, comme ça Ouais. intéresse les gens. Bah, écoute, moi, en fait, en parallèle un peu à Villeneuve, on avait monté pas mal de projets, bah, pour essayer de faire vivre aussi le centre d'entraînement, etc. Donc, j'avais contacté, à l'époque, puisque la France, est très riche de joueurs, qui viennent d'un peu partout. Et donc, j'avais proposé à l'époque à quelques joueurs de venir faire des stages ou des trucs avec des équipes nationales pour préparer les championnats du monde, etc. Et donc, si tu veux, bah, assez rapidement, quelques contacts avec la fédération internationale. On monte une formation de cadre pour passer donc le premier niveau du diplôme ITTF, qui est l'équivalent Mhm. chez nous, en gros, du alors, 35 techniques à l'époque, donc entraîneur régional, c'est ça maintenant? Faut ça Ouais, ou peut-être un autre entraîneur nom. fédéral, enfin bon, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, l'idée c'était, si tu veux, de pouvoir animer des entraînements dans des zones où bah il n'y a pas forcément l'accès comme on peut l'avoir en tout cas en France. Et donc de là, je rencontre le formateur, etc. Et puis finalement, je me décide à faire la formation aussi. C'est-à-dire que je savais que je faisais un bond en arrière, on va dire, d'un point de vue méthode ou d'un point de vue niveau de ce qu'il fallait développer sur la formation. Mais je me suis dit, enfin, j'ai toujours eu ça en moi, d'où je viens, ma vie, etc. C'était de me dire, voilà, toute réussite ne vaut que si elle est partagée. Voilà, moi, c'est quelque chose qui est important dans ma vie, c'est de pouvoir redonner, en tout cas, ce que moi, la vie a pu m'amener, en tout cas. Euh, et donc, si tu veux, pour moi, c'était à un moment donné, voilà, quand tu as la sensation d'avoir fait un peu le tour en France, un peu de tout, etc., je me suis dit, voilà, moi, j'aimerais bien aller aider quand même pas mal de pays à essayer peut-être de se développer, à voir un peu autre chose, etc. Et en fait, il y avait déjà un Français qui s'était lancé un peu à faire ça, c'était donc Cédric Rouleau, qui était coach de Nice à l'époque, en pro. Et donc il avait fait pas mal de missions à droite à gauche, donc on était potes, on se connaissait, on avait fait des stages ensemble il y a un petit moment en Corse, etc. Et, euh, et donc si tu veux, cette formation plus le contact avec lui, avec ce qu'il avait fait, j'ai mis un pied en fait dans la Fédé internationale pour aller aider notamment pas mal. Au départ, je voulais aller aider les pays un peu africains, francophones, parce que mon anglais était vraiment pas top, quoi. Et, euh, et donc, si tu veux, les deux plus marquantes, en tout cas, ont été Madagascar et l'île Maurice, qui finalement sont pas très loin l'une de l'autre, mais ce Oui. sont deux vies totalement différentes, mais vraiment. Et, euh, et donc, si tu veux, je me suis dit, voilà, pour moi, perso, maintenant, ce que j'aimerais, c'est apporter vraiment à des pays. Aujourd'hui, suivre des joueurs en individuel, ça devient, en tout cas, moi, sur la fin, ça devenait compliqué financièrement de pouvoir se détacher autant. Et donc l'idée c'était de se dire voilà j'ai envie d'être utile,
à quelque chose et que voilà, je laisse quelque chose quel qu'il soit et que ça permette de faire avancer un peu les choses. Donc je suis devenu formateur de cadre pour l'ITTF et voilà, si tu veux, que j'avais des missions d'une quinzaine de jours où en fait la première semaine tu fais une formation de cadre. Donc là on est sur de la théorie quasi pure avec un peu de pratique au panier de balles, etc. Bon, un peu comme les formations qu'on peut suivre en France. Hein. Voilà, alors c'est d'autres thèmes, etc. Mais pourtant, c'est un Français qui avait écrit tout ça. C'est Philippe Molozov qui avait fait un petit peu tout ce suivi-là et tout le travail qu'il y avait eu à l'époque au niveau international. Et donc, si tu veux, l'idée après, c'était la semaine d'après, en fait, tu faisais de la formation de cadre. Tu rencontrais le dirigeant de la fédération. Si tu pouvais, soit le président du CIO ou le ministre des Sports, pour pouvoir faire un petit état des lieux sur le tennis de table dans le pays. Et en gros, il y avait des remontées à faire, si tu veux, au niveau des TTF, pour qu'ils aient le plus d'informations possible aussi. Parce que on reste, je crois encore, la fédération, on a le plus de pays adhérents bien au-dessus du foot dans le monde. Je crois qu'on est 220 et des bananes, je vais pas dire de bêtises. Donc tout le monde donc on reste tout le monde joue au ping, quoi. Ouais, tout le monde joue. Ouais. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Tu vois, Sarah Anfou, elle a fait énormément avec Ping Sans Frontières, avec des projets de construction de tables là-bas. Parce que pour la petite histoire, quand je suis arrivé à Madagascar, donc j'avais une trentaine, en fait, tu vois, de mecs qui venaient pour se former. Et donc, je leur dis, voilà, ça serait bien que je puisse, parce que les conditions sont vraiment, faut vraiment se mettre, je vais pas dire 50 ans en arrière, mais quoique pas loin. En gros, je leur dis, voilà, j'ai besoin de 200 balles sur la semaine pour faire un peu de panier, un peu de trucs pour leur montrer des trucs. Et je dis, bon, voilà, ça serait bien que je puisse avoir une dizaine de tables, quoi. Donc, j'arrive, il y avait 2 tables montées dans la salle. Donc, tu imagines la poussière, machin, etc. Hein, c'est pas... Et puis, à côté de ça, voilà, j'avais des plateaux qui traînaient sur le côté avec des parpaings, avec du bois, avec machin. Et puis, bon, j'ai des bénévoles qui sont venus et puis on a réussi à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose avec des niveaux de table, tu vois, qui n'étaient pas forcément approximatifs. Ouais. Voilà, d'aplomb. Les balles, j'ai attendu forcément 3-4 jours le temps que finalement ils aillent les acheter, alors que j'avais envoyé un truc bien avant d'y aller, tu vois, en disant de. Et donc tu rentres dans un système d'émerde, mais qui est intéressant parce que finalement ils ont un système de réflexion qui est un peu différent du nôtre, qui fait du bien aussi, même pour soi perso. Et puis à côté de ça, j'avais l'île Maurice là où tu vois par exemple, c'était voilà, tout était nickel, carré, super. Il y avait tout ce qu'il fallait au niveau installation. C'était une salle qui était quasi neuve avec du Taraflex, avec des belles tables, etc. Et donc Cédric Rouleau était là-bas en tant que DTN. Donc il avait amené sa touche aussi. Mais voilà. Et donc si tu veux, au bout du bout, le truc ça a été de se dire voilà, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir aussi un peu ce qu'il y a dans le monde. Au-delà du ping. Ouais, bien sûr. Et puis, donc voilà, donc je suis parti faire pas mal d'émissions. Et puis après, j'ai eu une opportunité par connaissance là de pouvoir partir et de tenter donc 1 an au Qatar. Donc on est parti avec ma femme et mes enfants. Ma femme a trouvé du boulot là-bas dans une école française, puisqu'elle est instite comme toi. Donc voilà, et puis écoute, ça a été une super expérience qui finalement a ouvert les yeux même de mes enfants, etc. Et puis là, écoute, j'étais parti sur un autre truc en Inde, sur un centre dans une région avec le suivi d'un joueur de l'équipe nationale pour la qualif pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc après, écoute, c'est 2 vies totalement différentes, super enrichissant les 2 choses, mais après c'est sûr qu'on parle pas du tout de la même chose. C'est un peu comme Madagascar et l'île Maurice. Mais après, voilà, le but, c'est que ça soit enrichissant d'un point de vue personnel, parce que moi, j'aime comprendre, j'aime, tu vois, l'histoire de l'Inde, elle est, enfin, c'est très, très, très riche. Après, la vie là-bas est compliquée. Franchement, c'est dur, hein, même avec une famille, etc. Le Qatar, la vie est très facile. Il y a moins d'histoire, forcément, hein, c'est un pays jeune. C'est un pays nouveau. Mais après, voilà, il y a plein de choses à côté de ça, tu vois, au niveau sécurité pour les enfants, pour nous, je pense que voilà, il y a des choses qui nous plairaient pas en tant qu'Européens, mais il y a des choses à réfléchir quand même. Et tu vois, en Inde, t'as ce truc où les gens ont pas grand-chose et ils ont toujours la banane. Et c'est des gens qui ont le cœur sur la main pour la plupart, en tout cas.
Mais voilà, ça reste un pays où tu as 1,5 milliard de personnes. Donc, à un moment donné, pour faire ton trou, bah, des fois, les gens sont pas très, très clean. Mais ce qui peut, entre guillemets, en soi, s'entendre et se comprendre par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, bref, si tu veux, en gros, ça, je trouve que aujourd'hui, j'ai la chance, en tout cas, de pouvoir vivre ça. Euh, et ça m'ouvre la tête incroyable sur des choses même que je pensais, tu vois, il y a 20, 25 ans, quand j'étais jeune, où je disais non, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, finalement, tu relativises un peu, beaucoup plus, et puis tu t'ouvres un peu l'esprit, quoi. Et c'est Ouais, hyper enrichissant pour se construire. ça te fait une expérience du monde, voilà, qui est costaud là maintenant. Ouais. Et là, tu y es sans tes enfants, là, tu y es tout seul en Inde Alors quand par tu y vas. contre là-bas, ouais, je fais que des allers-retours. J'y vais par période parce que c'est voilà, la vie est franchement c'est difficile, même sur les grosses villes, hein, franchement. Euh, Après, de toute façon, je pense l'Inde, c'est soit tu aimes pas. Euh, Ouais, Après, moi, j'aime bien en fait, si tu veux, le côté. Ils ont ce truc en fait où les gamins, ils ont entre guillemets un respect pour toi qui est et justement, tu vois, qui va au-delà du ping. C'est-à-dire que moi, les gamins, tu vois, ils m'emmenaient dans la rue pour aller manger des trucs, pour aller goûter. C'est très, très, très épicé. Euh, mais ils faisaient toujours attention. Tu vois, ils demandaient pour moi de pas mettre trop d'épices, de pas mettre trop de piment, de pas machin, parce que moi, je devenais rouge fluo. Et vraiment, hein, tu sais, ça a été dur hein, pour la nourriture. C'est un bon moyen de faire un régime. Hein, d'ailleurs, on est parti 3 mois ouais, en Inde. Ah ouais, ouais, tu perds 15 kilos facile. Hein, je te garantis. Et, et donc, tu vois, ils ont ce côté aussi de, eux, te protéger. Alors, du fait d'être étranger aussi, ça aide un peu plus. Mais tu vois, ils ont des journées, tu vois, où ils vont te souhaiter. Là, tu vois, encore, là, j'ai reçu des trucs, je crois que c'était il y a 15 jours, où celui qui a de l'influence sur ses enfants, il est remercié là-bas, tu vois. Et donc, j'ai reçu un message des parents, tu vois, qui me remerciaient, que même si j'étais pas forcément tout le temps présent avec eux, mais tu vois, on a un petit groupe, je parle un peu avec eux, etc., machin, et tu vois, des fois, je veux dire, finalement, eux, ils ont compris aussi, là, depuis un an, qu'il n'y avait pas que le ping-pong pour devenir bon. oui. Tu vois, que ce soit la prépa physique, même si pour l'équipe nationale, c'est déjà en place, mais dans les centres d'entraînement, parce que l'Inde, c'est immense, hein, bah, tu vois, c'est pas forcément encore d'actualité, ils voient pas vraiment l'intérêt d'en faire sur la prépa mentale, tu vois, en abordant un peu les choses, tu vois, sur le fait de mentaliser un peu les choses, de se préparer, ils avaient un peu tu vois, et pourtant au niveau spirituel, ils sont au-dessus de tout ce que j'ai pu connaître. Et donc, t'as vraiment ce truc, cette relation avec l'entraîneur qui est vraiment sympa, franchement. Ouais, et pourtant, tu me disais en plus que c'est pas l'image qu'on pourrait avoir du tiers-monde. C'est-à-dire que là, toi, tu es confronté, enfin, on réussit dans le sport si on a les moyens, si j'ai bien compris. Alors, il y a ce côté, effectivement, ce que je te disais, qui est un peu dur. Bon, après, c'est un système qui est hérité un peu de la colonie anglaise, hein, un système Hmm. anglo-saxon, où malheureusement, ben voilà, t'as de l'argent, ça va. Si les parents arrivent à payer, à suivre un peu le truc, pour arriver sur les structures. Par contre, celui qui a pas d'argent, alors, il y en a peut-être 1 sur 1000 qui va être aidé, mais c'est très rare. Et tu as plus ou moins des régions comme ça où il y a un peu de sous, des régions où il y en a pas. Et, d'ailleurs, c'est très conflictuel hein, dans le sport au niveau des régions, hein, puisque leurs championnats nationaux, ça se déroule sur une semaine et ça démarre par des équipes. Alors, chez les seniors ou chez les jeunes, c'est pareil. En fait, c'est chaque région contre chaque région. C'est trois Ouais, garçons. comme les provinces en Chine. Ouais, 3 garçons, 3 filles. Et donc, il y a le championnat masculin, le championnat féminin. Ça commence par équipe. Et je te jure, hein, c'est la guerre de chez guerre. Hein. C'est vraiment. T'as l'impression que t'es je sais pas, au championnat du monde, au championnat d'Asie, où vraiment tu joues contre un autre pays, quoi. Ils sont vraiment Et, au taquet, quoi. et est-ce que tu sais si, parce que l'État promet une récompense, il y a quelque chose, non? Ou c'est juste Oui, alors chauvinisme? il y a certainement des retours. Et après, si tu veux, ce qui est important pour eux, c'est qu'il y a toute la publicité sportive qui va y avoir, qui va être représentative. Donc, si tu as le Premier ministre indien qui vient dans ta province parce que tu as été champion, machin, parce qu'il essaye quand même hein, de tout répartir, bah pour eux, c'est une pub qui est énorme de chez énorme, quoi. Mais tu vois, par exemple, les deux plus gros, alors c'est pas des clubs, mais les deux plus grosses compagnies sont représentées au championnat des régions. Et donc, tu en as Ah, une qui fait du il y a plus. une équipe de société.
Voilà, tu as une équipe de société, tu en as une qui fait du pétrole et l'autre qui fait les chemins de fer. D'accord. Elles sont autorisées à être dedans, mais par contre, eux, forcément, payent. Bah, c'est que les joueurs de l'équipe nationale. Hein. Tu prends Ouais. les 6 meilleurs joueurs, il y en a 3 et 3, presque, hein, c'est un peu ça. Et donc, bon, ils mettent de l'argent dessus. Et donc, les mecs, par contre, sont autorisés à venir faire le championnat des régions. Mais Ah, tu veux dire que les meilleurs joueurs indiens, ils finissent par être embauchés par ces sociétés? Ouais, bah tu sais, en fait, c'est des contrats un petit peu comme nous, en tout cas pour les sportifs des Jeux d'hiver qui vont être militaires ou gendarmes Ouais. et qui vont être détachés une bonne partie du temps pour s'entraîner et pour pouvoir faire les compètes. Là, c'est un peu le même truc. Et les mecs, dès que plus ils avancent, et moins ils font de choses, plus ils intègrent l'entreprise, en fait. D'accord, ouais. Ils ont une reconversion presque garantie, c'est Ouais, intéressant. quasi, ouais. Et donc là, ouais, t'entraînes un groupe de combien de jeunes, de quel âge, de quel niveau? Alors là, l'année dernière, j'étais sur un groupe de 30 joueurs. Donc on en avait pas mal. Après, j'avais 3 entraîneurs avec moi. Donc c'était quand même assez confortable. En gros, on avait la salle qui était coupée en 3 aires de jeu, tu vois. Et moi, je m'occupais de 5, 6 tables, quoi, maximum, D'accord. avec un peu les meilleurs. Et puis, donc j'avais, ouais, je sais pas, j'avais une dizaine de seniors et une vingtaine de... Allez, j'avais peut-être 2 minimes, 4, 5 cadets et que des juniors. D'accord. Donc voilà. Et donc je suivais, je te disais, Ahmed de Saï, là, donc qui a été qualifié au jeu en individuel et par équipe. Et donc cette année, j'ai vraiment décidé, par contre, donc toujours de continuer un peu là-dedans, mais de les seniors, je veux plus trop m'en occuper parce que je trouve que c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Sauf quand tu as construit un peu cette histoire, je pense que c'est supportable. Mais et donc là, si tu veux, voilà, moi là, je sais qu'il me reste 10 ans devant moi un peu pour pouvoir apporter pas mal de choses et soit je l'apporte à des jeunes sur des parcours ou des projets. Alors ça peut être 6 mois, 1 an, 5 ans, j'en sais rien. C'est la relation qui sera créée, qui fera que. Euh, voilà. Donc et puis je me prends vraiment pas la tête. Hein. Tu vois, là c'est en Inde. Si ça se passe très bien, écoute, tant mieux. Si pour X, Y raison voilà, bah, soit j'ai la sensation de pas apporter, ou soit eux sont pas forcément contents du travail, ça peut arriver. Écoute, il y a d'autres choses à faire ailleurs. Et puis, j'ai aucune limite géographique et on est même dans la réflexion avec ma famille, tu vois, de se dire, tiens, ça peut être sympa de repartir 1 an ou 2 ans. Là, tu vois, on avait des idées de peut-être l'Asie du Sud ou peut-être, tu vois, tout le golfe du Mexique pour faire Ouais. large, l'Amérique centrale. Parce que voilà, il y a des trucs un peu sympas et puis, à un moment donné, il faut penser aussi un peu à vivre une vie qui nous plaît, vu les temps qui sont devant nous, malheureusement, Ouais, à l'heure tu actuelle. serais prêt à faire famille et ping et vivre une aventure un peu ailleurs, quoi. C'est Ouais, possible. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Et c'est même pas l'argent, hein, tu vois, qui me motiverait. Ce serait plus, tu vois, l'aventure, quoi. La seule chose pour moi qui est importante, c'est que il y ait un minimum de suivi scolaire pour mes enfants et que, bah voilà, tu vois, aujourd'hui, elles ont pris conscience qu'il fallait parler anglais si elles Mm. voulaient être un peu autonomes, etc. Donc, tu vois, elles ont 12 ans et 10 ans. J'ai la grande, je vais pas te dire qu'elle est bilingue, mais franchement, elle se démerde vraiment bien. Tu vois, en 3 ans de temps. Alors, on a modifié des trucs. Hein. On fait venir un prof à la maison maintenant parce que je veux vraiment qu'elle progresse. Et donc voilà. Donc, si tu veux, euh, tout ça, le but aussi, c'est de préparer, là, d'un point de vue personnel, familial, c'est de préparer mes enfants à, voilà, vous pourrez vous intégrer partout. Il y aura pas beaucoup de limites. Moi, à 18 ans, je parlais pas un mot d'anglais, j'étais vraiment pas bon. Je reste pas bon en soi, mais maintenant, ça va, j'ai un vocabulaire, j'arrive à me démerder tout seul, je peux suivre des réunions, je peux faire une intervention sur un colloque en anglais, etc. Mais tu vois, si je l'avais su avant, l'école, j'aimais pas trop ça, mais tu vois, l'anglais, au final, ou Ouais, l'espagnol, ça, c'est plus l'école de la vie et ça permet c'est ça, de c'est ça, ouais. communiquer partout. Ouais. C'est vrai que c'est Ouais. quand même la langue qui permet de Ah ben, tenter des aventures quasiment partout. Ouais. quoi qu'on dise, l'anglais, c'est vraiment obligatoire. Après, tu peux faire comme pas mal de gens font en ce moment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tournés sur le chinois, sur l'arabe, sur l'espagnol, parce que c'est les 3 langues après l'anglais qui sont le plus parlées dans le monde. Bon, voilà, tu vois, nous, quand on était au Qatar, ça a été génial. Moi, j'ai trouvé ça sympa que, tu vois, les enfants, ils apprennent un petit peu à le parler, qu'ils apprennent à l'écrire. Putain, l'écrire, bah, nous, on le Oui, faisait les caractères. on le Ouais. faisait avec les enfants, tu vois. Mais en fait,
Pourquoi? Parce que ça remet en perspective en fait tout ce qu'on a appris. T'écris, tu vois, pour en rire, mais on disait qu'on écrivait en spaghetti. Quand on écrivait en Mm. arabe, t'écris à l'envers, t'écris de gauche à droite. Donc en fait, forcément, ça t'amène des choses et ça t'ouvre en tout cas sur autre chose, quoi. Si, si encore une fois, l'idée c'est vraiment d'être dans. Tu penses ce que tu as envie et tu gardes ce que tu veux en toi, mais si on arrive à être curieux, tolérant et bienveillant, je pense que enfin, beaucoup de choses sont faisables en tout cas. Moi, Toi, t'as toujours été bien accueilli dans les expériences que tu as vécues? ouais, Ouais. franchement, toujours. Après, tu sais, hein, les cons, hein, il y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il y en a partout. Hein. J'en ai rencontré. Hein. Et puis, il y a peut-être, j'ai peut-être été le con de quelqu'un hein, aussi, hein, Mm. dans l'autre sens. Mais sinon, dans l'ensemble, non, franchement, Non, c'est. mais toi, t'as pas senti d'animosité quelque part, Alors, ou de contact difficile? pas d'animosité en soi, mais par contre, tu sens quand même que les Français, on a perdu un petit peu de ce petit côté. Tu sens quand même que, je sais pas, tu vois, il y a des fois, ils me disent, ouais, t'es différent des autres. Mais pourquoi? Parce que, tu vois, je donne un exemple en Thaïlande, les mecs, ouais, tu vois, tous les Français qui viennent, ils sont dégueulasses, ils font ci, ils font ça, ils respectent rien, Ouais. machin. Ok, parce que peut-être c'est des jeunes, peut-être que parce que c'est des mecs. Alors, je vais te faire le cliché un peu, Le des cliché, jeunes de hein. banlieue qui vont là-bas en vacances parce que c'est pas cher, parce que machin, les mecs, bon, voilà, ils respectent rien. Bon, ok, d'accord. Mais avant tout ça, tu vois, il y avait cette petite classe d'être français, tu vois, les gens quand ils venaient, tu vois, ils me disaient, tu vois, il y en avait beaucoup, ils essayaient de me dire bonjour, tu vois, pour me dire, Oui, t'as ils vu, font moi aussi. l'effort du petit mot qu'ils connaissent. Voilà, c'est ça. Mais moi, ce que j'essaye de faire aussi dès que j'arrive dans les pays, hein, tu sais, j'essaye là, tu vois, d'apprendre 20 mots et au moins le bonjour, merci, au revoir, Mm. je C'est quasiment de m'oblige. la politesse. Ouais. Bah oui, et puis ça leur montre que je m'intéresse aussi à eux, quoi. Je veux dire, c'est le minimum. Et, euh, et donc, si tu veux, ouais, je trouve qu'on a ce petit truc quand même, tu vois, où on est devenu un peu, tu vois, les personnes un peu arrogantes, on est devenu un peu, tu vois, des gens qui sont pas honnêtes, tu vois. Ça, je trouve que depuis 15 ans, là, ça a changé un peu, tu vois. Et puis, de toute façon, par rapport à ce qui se passe sans rentrer dans un débat d'idéologie, mais ce qui se passe là, à l'heure actuelle, un peu au niveau mondial, en France ou en Europe, la France, on a quand même perdu un peu de trucs où on a tendance à passer un peu pour des, On est ouais, moins diplomate. On ouais, était la terre de la diplomatie. c'est C'est ça, ouais. moins le cas. Ouais, un peu moins qu'avant. Mais... Bon. Bah écoute, Julien, on a pas mal discuté. Ouais, Ouais. C'était hyper intéressant. Je pense que les gens savaient pas forcément voilà, ce que tu avais fait après tes super résultats en France. Donc j'espère que ça leur fera plaisir d'avoir pris des nouvelles de toi. ouais. Et puis, bah moi, je vais aller appliquer tes petits conseils dans mes séances tout de suite. Et bah, mes joueurs, ils vont prendre des points, j'en suis persuadé. Donc voilà. Bah écoute, si jamais ça apporte un petit truc, je pourrais dire que j'ai mis mon petit maillot. Bon. En tout cas, un grand merci. Bah, Et merci à puis, toi. je te souhaite une super aventure en Inde ou ailleurs si ça bouge dans pas longtemps. Ok, bah écoute, merci et puis à bientôt. Et puis les gars, on suit Nicolas hein, à l'entraînement. Merci beaucoup. Salut, Jules. Bye bye.